Nathalie Bois-de-la-Tour, Luis Fernandez, Yuri Djorkaeff, chers supporters, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours de cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Falsbourg, constructeurs, développeurs et promoteurs immobiliers, et en partenariat avec le journal La Tribune. Et un, et deux, et trois invités. Politesse et technique de jeu oblige, nous commencerons par notre attaquante, Nathalie Bois-de-la-Tour, qui débute sa course élancée en direction des cages en 1968. Les adversaires sont plutôt loin, le début est donc sans encombre. Née d'un père industriel dans la peinture et d'une mère au foyer, notre Neymar féminine suit une course classique en entrant en école de commerce. Après un Master Spé à l'ESCP, c'est tout naturellement qu'elle accélère, la balle au pied, lorsqu'elle intègre un cabinet de conseil jusqu'en 2002. Une légère reprise de balle la conduit ensuite à prendre la direction de la filiale Internet d'une agence de communication. Mais c'est seulement en 2004 que notre attaquante se démarque et entre dans la surface de réparation lorsqu'elle participe à la fondation du salon de football parisien Galaxy Foot. Le dribble réussi, elle participe au lancement de la fondation du football pour développer des actions innovantes visant à promouvoir une vision citoyenne du foot. Ce dribble lui vaudra même le titre de chevalier de l'Ordre du Mérite en 2011. Seulement, à cette minute si importante du jeu, dans cet espace si dangereux, cher Neymar, vous vous démarquez à nouveau et distancez vos adversaires en devenant la première femme à siéger au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, LFP pour les plus footix d'entre vous. Mais on ne vous arrête pas en si bonne lancée. C'est en 2016 que le ballon se rapproche du gardien, que vous êtes élue pour une durée de 4 ans, présidente de la LFP, avec une passe décisive de Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais. Pourtant, l'accélération, petit pont, frappe, n'est pas si évidente devant les cages. En effet, Raymond Desmenec, initialement proposé à votre poste, a bien failli vous tacler pour récupérer le ballon. Serait-ce une main de Dieu qui vous a fait marquer ? Peu importe, aucune caméra ne nous le confirmera. Vous fixez alors les 5 grandes priorités pour la Lucarne 2022, parmi lesquelles la valorisation de la formation française et le développement à l'international. Pourtant, pendant votre course élancée en direction des cages, Luis Fernandez, notre Cavani d'alors, vous suivez de près. Rentré sur la pelouse dès 1959, notre milieu de terrain quitta le tiki-taka espagnol à 9 ans pour la banlieue lyonnaise. Malheureusement, la ligne médiane est plus difficile à franchir lorsqu'il s'agit d'effectuer des stages dans des clubs plus prestigieux. La politique de la Fédération française de football est en effet intransigeante. Seuls 2 étrangers par équipe sont acceptés. Finalement, c'est le PSG qui vous accueillera en 1978 et qui marquera le coup d'envoi de votre carrière. En effet, grâce à votre physique exceptionnelle, vous gagnez très rapidement du terrain et remportez vos premiers succès avec 2 Coupes de France entre la minute 1982 et 1983. La même année, les passes avec votre attaquant s'enchaînent. Vous êtes appelé en équipe de France. En 1984, vous êtes champion d'Europe. Mais c'est 2 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde, que vous faites face aux cages et que, sans savoir si vous êtes gaucher ou droitier, vous tirez des 2 pieds et rentrez dans l'histoire avec ce but victorieux contre le Brésil en quart. De l'autre côté du terrain aussi, vous assurez votre poste. Idole du Parc des Princes, c'est tout naturellement que vous y êtes nommé capitaine. Pourtant, changement de tactique en 1986, notre Cavani trouve un autre coéquipier et rejoint le Racing Club Paris. Le match se poursuit ensuite avec l'AS Cannes. 2 joueurs expérimentés, vous prenez du recul dans les gradins et rejoignez vos clubs favoris. D'abord comme entraîneur de l'AS Cannes, puis du PSG. On parle d'un bilan mitigé, mais vous êtes le premier entraîneur à faire gagner un club français en Coupe d'Europe. Léger exil à Bilbao, vous retournez au PSG en 2000 pour 3 ans. Si votre gestion des joueurs est remise en cause, les victoires sont réelles, comme celle de l'Intertoto en 2001. Après un sauvetage de l'Espagnol et des difficultés en Israël, vous changez à nouveau de casquette. Des gradins, vous passez au micro, en tant que chroniqueur de l'émission Louis Attaque sur RMC jusqu'en 2016, puis du bureau,
en devenant le directeur sportif du centre de formation du PSG. Alors que Fernandez laisse tomber le maillot pour le costume, on aperçoit Youri Djorkaeff pour la première fois en 1969 en pleine Marseillaise. Votre père et illustre footballeur Jean Djorkaeff vous a déjà préparé le terrain et les passements de jambes sont en effet très précoces. À 15 ans, vous jouez en seconde division. À 18 ans, vous êtes nommé capitaine à Grenoble. À 20 ans, meilleur joueur de la division. Seulement, l'attaquant que vous êtes trouve peu de solutions du côté droit et décide de prendre le cap vers le but, direction le sud. Vous signez à Monaco pour 5 ans. Du meilleur buteur du championnat à votre premier but en Ligue des Champions, ce changement de direction vous fait gagner du terrain. Vous continuez de vous démarquer et être sélectionné pour jouer avec les Bleus. Celui dont le parcours rappelle de plus en plus un certain Kylian Mbappé décide de rejoindre notre trio parisien en 1995 pour y recevoir les conseils avisés de l'entraîneur Luis Fernandez Cavani, avec qui le contact passe très bien. On lui doit votre surnom Snake, qui marquera plus d'une génération. Vous décidez ensuite de changer de maillot et prenez la direction de Milan, où vous exécutez un retourné pour expédier le ballon dans la lucarne. 98, vous préférez la talonnade pour ramener la coupe à la maison, malgré un réalisme à la Olivier Giroud. Meilleur buteur des Bleus, vous êtes un joueur majeur de cette génération dorée. Mais vous prenez ensuite une course plus atypique, à l'image du Snake que vous êtes sur le terrain. Vous rejoignez d'abord la Bundesliga à Kaiserslautern, puis relancez le championnat anglais en jouant à Bolton. Dans tous les cas, ce trajet sinueux ne vous permet pas d'aller droit au but lors de la Coupe du Monde de 2002. Mais friand de découvertes et de challenges, vous vous retrouvez en plein soccer dans un stade à moitié rempli, sous les couleurs du Metro Stars de New York. C'est le coup de sifflet final. Pourtant, une fois arrivé au vestiaire, vous continuez à garder en vue le terrain grâce à votre poste de consultant sur différentes chaînes. En somme, vous l'aurez compris, vous avez devant vos yeux ce soir la MCN, le trio capable du meilleur comme parfois du pire, Neymar, Bois de la Tour, Luis Cavani et Kylian Djorkaeff. Mais lequel sera à l'origine d'une nouvelle passe décisive et ira droit au but? Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent match. Youri Djorkaeff, Nathalie Bois de la Tour, Luis Fernandez, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer ce débat, vous disposez d'un droit de réponse à la présentation que Clémence vient de faire. C'est gentil, elle s'est trompée, c'est 68, c'est pas 69, voilà, ma date de naissance, voilà, mais après tout le reste, c'est... Non, j'ai marqué un but à la Coupe du Monde, voilà. Non, mais bravo, félicitations. Droit de réponse. Alors, moi, j'ai été élue à 93% par l'ensemble des présidents de clubs. Donc, certes, certains m'ont aidé, m'ont soutenu, mais il n'y a pas uniquement ceux que vous avez mentionnés. Moi, je dirais tout simplement merci. Et petite rectification, ce n'était pas à 9 ans, c'était à 6 ans que je suis arrivé sur le territoire français. Issu de l'immigration espagnole, aujourd'hui fier d'être français et fier d'avoir porté ce maillot de l'équipe de France et fier aussi d'avoir fait ce petit parcours dans ma carrière de footballeur. Alors le débat se déclinera en 3 parties, avec un petit intermède entre la deuxième et la troisième. Donc la première partie sera consacrée au football français, joueur-entraîneur. La deuxième partie sera consacrée au championnat national, avec donc le petit intermède dont j'ai parlé, qui est le petit jeu des mardis. On vous en dira plus après. Et la troisième partie, ce sera le football et son rapport à l'argent, nerf de la guerre. Alors commençons ce débat avec la première partie qui est le football français et la formation. Alors lors de la Coupe du Monde 2018, la France a établi un nouveau record, à savoir que 52 joueurs sur les 700 avaient été formés en France et étaient nés en France. Alors bien sûr, tous n'ont pas joué pour l'équipe de France, mais pourtant, quand on regarde la sélection de Didier Deschamps, donc des 23 joueurs, 15 actuellement jouent à l'étranger. Alors comment expliquer la difficulté des clubs français à garder leur talent ? Et est-ce vraiment uniquement un problème d'argent, selon vous ? C'est une question qu'on se pose souvent, effectivement, parce qu'on a coutume de dire que la Ligue
s'appelle aujourd'hui la Ligue des talents. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, qu'on a voulu, en tout cas oui, on a voulu trouver un adjectif qui singularise et qui explique véritablement ce qu'on est. Et les chiffres que vous avez annoncés sont ça. La force de la France, et la vraie force de la France, c'est cette capacité à identifier, former, faire grandir des talents. Maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, on a une difficulté, c'est soit de réussir à les garder en France, soit à en attirer d'autres. Donc, pour définir une action stratégique, moi je viens du monde de l'entreprise, et il m'a semblé important déjà de définir une vision, parce que quand je suis arrivée à la tête de la Ligue, il n'y avait pas finalement de plan stratégique, on n'avait jamais établi un plan stratégique, on ne s'était jamais donné une vision. Et cette vision, elle a été construite avec nos 40 présidents de club, plus les représentants des syndicats de joueurs, syndicats d'entraîneurs, donc avec tout l'écosystème du foot français, pour se dire où sont nos points forts, où sont nos points faibles, et comment est-ce qu'on peut construire sur nos points forts et essayer d'apporter des réponses à nos points faibles. On a défini 5 axes qui nous semblaient particulièrement importants, et tous ces axes se tiennent entre eux, puisque notre volonté, c'est de créer un cercle vertueux au niveau du foot français. Et on sait que ça commence par les joueurs. Parce que ce qui singularise notre championnat, ce qui lui donne son sel, c'est la capacité à avoir des joueurs et des entraîneurs, bien sûr, de qualité. Donc, comment fait-on pour les identifier, les faire grandir, les garder et en faire venir certains ? C'est notre premier axe qui était comment valoriser la formation à la française. Pourquoi c'est important ? Parce que quand vous avez des talents, quand vous avez des stars qui jouent dans votre championnat, vous attirez du public. Et donc, vous attirez du public qui va consommer dans les stades, qui va donner une expérience de la consommation du foot. Je fais exprès d'employer des termes aujourd'hui un peu business, mais parce que c'est vraiment une volonté aujourd'hui d'apporter un peu de structure et de business dans ce monde-là qui n'en avait peut-être pas forcément beaucoup auparavant. Donc, on crée ce cercle vertueux en développant des ressources. Et globalement, on espère que tout ça va nous apporter de l'argent pour pouvoir encore conserver et attirer nos talents. Donc, vous nous disiez effectivement, enfin, vous me disiez tout à l'heure, est-ce que c'est uniquement une question d'argent ? Non, mais l'argent, effectivement, et la façon de rémunérer les joueurs est importante. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est aussi la qualité de notre championnat et donc la qualité sportive de notre championnat. Donc d'arriver à faire jouer un maximum nos joueurs. On en parlait avec Yuri dans la voiture en arrivant. Aujourd'hui, peut-être que dans certains clubs, il y a trop de joueurs et qui n'ont pas tous la possibilité de s'épanouir sur un terrain chaque week-end et qui ont donc tendance à regarder ailleurs ce qui se passe et on passe, résultat, à côté de certains talents. D'accord. Et justement, par exemple, Luis Fernandez ou Youri Djorkaeff, quand vous voyez Antoine Griezmann qui est repéré très tôt par la Real Sociedad à 14 ans, Aymeric Laporte à 16 ans par l'Athletic Bilbao ou Pogba à 16 ans par Manchester United, pour vous, est-ce que c'est forcément une faiblesse de les voir partir ou est-ce que ça peut être... potentiellement une image bonne pour la France. Pour rebondir par rapport au débat, il faut toujours se souvenir, on a l'exemple de la formation française, les joueurs formés, le travail de la formation. Ça remonte, on va dire, dans les années 84, après 84, lorsqu'on a eu l'occasion avec ces dirigeants français de l'époque de construire Clairefontaine. Clairefontaine a été un lieu, un endroit où on a pu... mettre en place une politique de formation pour que tous ces clubs français puissent venir. On a aussi, Clairefontaine, formé des entraîneurs, formé aussi des éducateurs, formé aussi pour la formation. Et puis ensuite, dans les clubs, le travail, parce qu'il y a un gros travail qui est fait. Il y a beaucoup de ces jeunes qui rêvent, ils ont un rêve de devenir, de grandir. Après, c'est la section. Moi, il y a peut-être des points sur lesquels j'aimerais un jour peut-être en parler avec la présidente, avec les dirigeants. Parce que pendant 10 mois, j'ai côtoyé un peu la formation. J'ai vu un peu avec les jeunes, avec les parents, l'entourage, tout ça. C'est un gros travail. Et puis après, ces jeunes qui sont talentueux. Et puis c'est vrai que quand on était champion du monde en 98, prenez les champions du monde, tous,
sortaient des centres de formation. Et la plupart d'entre eux sont aussi partis en Italie, en Angleterre, dans des grands championnats. Et quand ils sont revenus en France, on a eu l'occasion de pouvoir s'apercevoir qu'ils ont peut-être, avec de la maturité, ils ont pu s'aguerrir en jouant dans le championnat. On veut les garder, on veut toujours les préserver, on veut toujours qu'ils restent dans notre championnat parce qu'on le sait que il y a de la demande, il y a des grands clubs. Les Anglais sont très, on va dire, viennent assez souvent se servir. Ils attendent qu'on forme, qu'on prépare, ils nous les prennent. Mais je regrette qu'une seule chose, c'est que je ne veux pas les voir partir tôt. Je veux les voir partir le plus tard possible. Je veux qu'ils s'en aillent en étant formés, en étant prêts, avec de la maturité, qu'ils soient forts dans leur tête et qu'ils ne partent pas aussitôt, parce qu'ensuite, ils doivent s'adapter, ils doivent trouver un autre lieu, un endroit, des coéquipiers, une langue différente. Et c'est mon souhait. Mais c'est vrai que la formation française, elle est talentueuse. Il y a énormément de talent dans notre championnat. Et vous, Yuri, votre avis ? Oui, tout à fait. Louise a tout à fait raison, et Nathalie aussi. Je crois que là, on a la meilleure formation au monde. C'est pour ça que tous les pays, tous les clubs européens viennent puiser dans notre réservoir, parce qu'on a un gros réservoir. Aujourd'hui, quand un gosse de 14 ans ne réussit pas, c'est sûrement un échec pour lui, mais ça ne veut pas dire que dans un autre pays, il ne pourrait pas réussir. Donc c'est pour ça qu'il tente sa chance ailleurs. Je crois qu'en 98, c'est marrant parce qu'en 96, on a fait les championnats d'Europe en 96, on a fait demi-finale en 96. On était à 90% de l'équipe française. Quand je dis française, tous les joueurs jouaient tous les joueurs jouaient dans le championnat français. Un an et demi après 98, on est champion du monde. Les 3/4 de l'équipe joue à l'étranger. Donc les joueurs français, dès qu'il y a eu l'arrêt Bosman qui a fait que le joueur européen pouvait voyager, c'est vrai que la première chose qu'on a été faire, c'est on a été prendre les joueurs français, parce que c'était pas cher aussi, il faut le dire. Le transfert à l'époque, c'était pas cher, un joueur français. Et puis il y avait une question d'adaptation, on s'adaptait très vite dans les clubs, on était très européens, bien avant l'Europe. On a été très européens, c'est pour ça qu'aussi on a été performants. Donc d'où la recherche de la qualité chez nous. Mais cependant, les critiques sont nombreuses à propos de l'investissement des joueurs français. Par exemple, je me souviens qu'en 2015-2016, l'entraîneur de Marseille, Michel, disait qu'il était surpris des complaintes des joueurs français. En France. En France, surtout en France, ouais, dans les clubs français. Et ça, c'est un mal du pays, quoi. Exactement. Voilà. C'est pas que dans le football. On peut dire ça, effectivement. Mais il faut mettre des règles aussi. Vahid Halilhodji disait aussi que les joueurs français étaient des enfants gâtés. C'est quand même des propos assez durs. Et même votre coéquipier Emmanuel Petit à l'AS Monaco disait qu'il y avait une réelle différence. Non, lui, il parlait pas. C'est pas vrai. Il parlait pas. Lui, il parlait pas. Il disait pas un mot. Il a dit dans le vestiaire, dans l'émission Le Vestiaire, il a dit qu'il y avait une réelle différence entre ce qu'il observait à Monaco et ce qu'il avait vécu à Barcelone et à Chelsea. Donc, pourquoi, à votre avis, cette différence dans les clubs français et dans les clubs étrangers ? Je pense qu'il y a... C'est assez délicat. C'est le changement de pas statut. Délicat, c'est une bonne question. Parce qu'il y a un confort qui fait qu'on est chez nous, on est dans notre club, on est entouré de nos copains, et puis tout de suite tu deviens un bon joueur. Copinage malsain. Non, pas malsain, c'est aussi un besoin de confiance, c'est un besoin aussi de rattachement. Je crois qu'un club, c'est une association, c'est là où tu te sens bien, où tu développes ta maturité, et puis après, tu es très vite confronté au niveau professionnel. Et tu te dis, attends, moi je suis la petite star du petit club, ça fonctionne bien. On me demande pas, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, on me demandait pas de défendre parce que je marquais des buts. Donc du coup, tu commences à prendre des certaines habitudes, et quand tu arrives au niveau professionnel, c'est pire. Ça veut dire qu'on te dit reste devant et marque des buts. Et je crois que tout ça fait que quand tu pars à l'étranger, tu te remets en question, et surtout, t'as plus le même œil. Ça veut dire que tu dois prouver tout de suite. Et pour prouver tout de suite, il faut du travail. Je crois que ceux qui arrivent à passer, ceux qui passent le cap, c'est ceux qui ont compris qu'à un moment donné, il faut se remettre en question. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours un cap délicat entre 15 et 18 ans. C'est là où on n'est pas formé, c'est là où on commence à avoir une indépendance, indépendance de vie par rapport aux parents, mais aussi indépendance financière, parce qu'on commence à gagner de l'argent. Moi, à 15 ans, je commençais à gagner de l'argent, et à 16 ans et demi, j'étais indépendant.
Et du coup, tu n'es pas formé et tu penses que... C'est là où il y a un cap à passer qui n'est pas toujours facile à faire. Non, moi, ce que je pense, pour rebondir par rapport à Yuri, c'est vrai qu'il va falloir qu'on mette des règles, des nouvelles règles qui sont pour moi primordiales. J'ai eu l'occasion de le voir, c'est que quand un jeune, on le sent, quand on commence à lui donner un certain espace ou certaines facilités, quand on le laisse passer ou on laisse, il y a des règles. Et c'est là où il faut être hyper exigeant, intransigeant même. Il faut leur expliquer, c'est tout un rôle, le rôle d'une institution, d'un club, de la formation, de savoir la traiter, savoir de la prendre en considération, l'importance de la formation. Il n'y a pas qu'un seul, ils sont nombreux, très nombreux. Il y a aussi, pour moi, qui est primordial, c'est la scolarité. La scolarité a son importance quand on rentre dans un centre de formation aujourd'hui. Parce que c'est vrai que tous pensent que c'est facile d'arriver en haut, mais il y aura toujours peu d'élus. Tu sais, beaucoup d'appelés comme peu d'élus. Et c'est pour cela que je crois que les jeunes, il faut essayer de les mettre dans les conditions, les meilleures conditions, pour qu'ils puissent réussir. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème que l'on peut rencontrer à l'heure actuelle. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Pour l'éducation et la formation d'un jeune dans les centres de formation, elle est super importante. Et elle est d'autant plus importante que la France a été l'un des premiers pays à mettre en place ce qu'on appelle le double projet. Le double projet, c'est un projet à la fois sportif, bien sûr, mais scolaire. On doit emmener nos jeunes le plus loin possible, notamment vers le bac. Lorsque j'étais au Fonds d'action du football, et je suis arrivée à la Ligue avec ce projet-là, c'est de mettre aussi en place un projet éducatif et culturel. Pourquoi ? Parce que les jeunes en centre de formation, ils arrivent en centre de formation ou en préfo à 13 ans. Donc vous imaginez, vous arrivez à 13, 14, 15 ans, dans un centre de formation où vous êtes enlevé de votre famille, avec une pression, je peux vous assurer que la prépa à côté, mais c'est de la gnognotte, la prépa, par rapport à ce que vivent des jeunes en centre de formation. Vous avez un calendrier, ou en tout cas un agenda extrêmement chargé entre ce qu'on vous demande sportivement, ce qu'on vous demande scolairement. Vous êtes en compétition permanente. Donc là aussi, par rapport à la prépa, c'est sélectif, mais vous êtes nombreux aujourd'hui autour de la table. Dans un centre de formation, vous avez 30 gamins. Vous savez que sur les 30 gamins, il y en a 3 au maximum qui sont professionnels. Donc la maturité que ça demande dès l'âge de 14-15 ans, où chaque semaine, vous êtes en plus évalué, noté, où vous pouvez devenir être sélectionné pour le match ou pas. Je peux vous assurer que la pression, elle est hyper dure. Et ce programme, pourquoi j'ai voulu le mettre en place ? Alors que les directeurs de centres de formation, au début, n'étaient pas forcément très favorables, en disant « non, il y a déjà trop... » L'agenda est déjà trop lourd avec tout ce qu'on a à faire au niveau éducatif, sportif et scolaire. C'était parce que finalement on s'est rendu compte que souvent les jeunes en centre de formation n'étaient pas forcément heureux et que le simple fait d'être heureux, également d'être ouvert sur l'extérieur, parce que vous êtes pris très jeune en main, donc ils ne savent pas se faire cuire un œuf quand ils sortent de centre de formation, ils ne savent pas allumer une machine ni quoi que ce soit. Donc tout ça, c'était extrêmement important de les ouvrir vers l'extérieur. Et cette créativité que vous pouvez avoir lorsque vous allez visiter un musée, lorsque on vous fait des rencontres, parce que là c'est vraiment des choses réelles qu'on met en place. On organise des rencontres avec la SPA, des rencontres avec des gynécologues, des sexologues, parce que là aussi, vous n'avez pas de famille, de copains, de frères, de famille avec lesquels vous pouvez parler de ces choses-là. Et importante pour le développement personnel des joueurs et la créativité qu'ils vont développer et qui va se retrouver de toute façon sur le terrain. Donc notre volonté aussi au niveau de la Ligue et lorsqu'on travaille avec la DTN et les centres de formation, c'est de ne pas former uniquement un joueur, on forme un homme. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Très bien, merci. Passons maintenant à un autre domaine d'excellence du football français, celui du football féminin. Donc justement, par exemple, l'Olympique Lyonnais est triple tenante du titre de la Ligue des Champions. On a aussi le PSG qui est très compétitif dans le football féminin, ce qui fait finalement du football féminin français un des leaders européens.
Mais finalement, la question, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas une position de leader par défaut, dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt, un manque d'implication du reste des fédérations européennes qui pourrait finalement expliquer cette position de leader, selon vous? Le football féminin, vous voulez que j'en parle? Ouais, parce que j'aime le football féminin. Tu en parles tellement bien. Oui. Non, je le regarde, je le suis. Je regarde un peu les progrès qui se font. Quand on regarde le football féminin aujourd'hui avec ces clubs, il faut des clubs comme ça qui commencent comme le Paris Saint-Germain, comme l'Olympique Lyonnais, comme Guingamp, comme Montpellier, comme Saint-Étienne. C'est bien ça, je les ai tous, toi, je regarde. Non, mais il y en a quelques-uns, mais c'est vrai et en plus, on a une Coupe du Monde qui arrive, qui va être une belle Coupe du Monde. Et le niveau va s'élever. Et en plus, je pense que il y a ce monde de féminin et ces jeunes filles qui veulent aussi, pourquoi pas, venir. La Coupe du Monde va être une vitrine exceptionnelle. Ça va être justement, quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de concurrence au niveau international qui est plutôt faible et qui explique la position de leader française? Il faut se lancer, il faut commencer, ça va venir petit à petit, on va progresser, on va travailler, on va trouver vraiment les éléments pour réussir un peu à les chatouiller un peu. Mais oui, par rapport à votre question, je suis en cours avec... je fais un master en management avec l'UEFA. Et dans mon cours, il y a 3 filles qui jouent, une en Allemagne, une en Angleterre qui vient d'être transférée en Italie et une autre au Danemark. Et donc, par rapport à l'exemple français, c'est ce que vous dites par rapport aux autres championnats européens. Ouais, aujourd'hui, les grands clubs se rendent compte de l'impact marketing aussi, du business, du football féminin. Et aujourd'hui, les grands clubs comme le Bayern de Munich, comme Chelsea, comme Arsenal, tout ça, mettent le doigt sur le football féminin parce qu'il y a déjà un marché, parce que aussi ça attire un public nouveau, parce que aussi il y a des résultats et aussi parce qu'il y a des sponsors qui sont complètement différents que du football masculin. Donc ils se sont rendus compte par rapport à ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais ou même la Ligue française à ce niveau-là, que c'est un marché où ils sont en retard. Donc nous, on est un peu précurseurs, la France. Je pense, Nathalie, tu répondras mieux que moi. Mais on a une structure, une ligue qui est forte aujourd'hui pour développer ces choses-là. L'étranger y arrive. Hein. Aujourd'hui, il commence à avoir des transferts, il commence à avoir des gros salaires chez les filles aussi. Et puis surtout, il y a un attrait pour le football féminin qui est devenu super puissant. Et tant mieux que l'Olympique Lyonnais soit la meilleure équipe au monde. Parce qu'on peut le dire, c'est cette équipe-là qui caracole en tête de tous les championnats. La France a clairement du retard, mais c'est très culturel. Moi, j'ai 50 ans. À mon époque, les petites filles, elles ne jouaient pas au football. Hein. Les petites filles, on les mettait à la danse, au tennis, mais pas au football. J'ai 2 fils, dont un de 21 ans qui est dans la salle aujourd'hui. Petit clin d'œil à Charles. Vous pouvez l'applaudir, voilà, il se cache. Ouais, voilà. Et ce qui était très, très rigolo, c'est que lorsque Charles était petit, il jouait dans un club de football, et il y avait une fille dans son équipe. Il a joué jusqu'en U9, U10. Hein. Il n'était pas très, très doué. Charles, tu m'excuseras de dire ça, mais voilà, c'était vrai. Et donc, il y avait une fille qui jouait avec lui, et puis la fille, naturellement, à l'âge de 12 ans, elle a arrêté parce que les équipes n'étaient pas mixtes, et puis il n'y avait pas d'équipe féminine. Et j'ai un autre petit garçon, là, qui a 11 ans, donc ils ont 10 ans de différence, qui joue dans le même club, et aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, il y a 3 équipes féminines. Donc, ce développement, en 10 ans, il a été spectaculaire. Et on le doit, et ça, je tiens vraiment à le souligner, à la Fédération française de football, parce que je vous rappelle que le football féminin, c'est pas la Ligue de foot professionnelle qu'il gère, c'est la Fédération française de football. Donc on le doit à Noël Le Graët, qui a souhaité développer le foot féminin. Et pour créer des équipes, alors on a, au niveau de nos clubs pro, sur nos 40 clubs pro, si je prends la Ligue 1 et la Ligue 2, on en a 35 qui aujourd'hui ont des équipes féminines. Mais moi je me bats. Je trouve ça très bien qu'il y ait autant de clubs qui fassent l'effort d'avoir des équipes féminines. Mais encore faut-il qu'il y ait un vivier. Donc de toute façon, tout part véritablement du terrain. Et là aussi, on est sur du temps long. Il faut déjà donner envie aux petites filles de jouer au football.
qu'elles rentrent dans des clubs de foot amateurs, que certaines deviennent professionnelles et qu'il y a un marché. Aujourd'hui, ce qui serait dramatique, c'est d'avoir pléthore de joueuses et pas d'économie derrière. Parce qu'à un moment, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais il y a des salaires à verser chaque mois et notre volonté, c'est pas d'avoir des joueuses qui sont au SMIC ou qui gagnent pas bien leur vie. Donc voilà, donc là aussi, il faut laisser du temps. Ce qui est intéressant et que ça serait bien que tu puisses en parler, Yuri, parce que Yuri a vécu, comme vous le savez, de nombreuses années aux États-Unis. Et là, on voit que l'avancée des États-Unis, elle est pour le coup culturelle, parce que c'est le sport aussi qui est intégré au même titre que les études dans le cursus de développement des jeunes et qui est valorisé. Et ce que tu m'avais expliqué, c'est que les filles, on ne les mettait pas au basket ou au football américain, donc on les mettait au soccer. Donc forcément, il y en avait plus qui pratiquaient le soccer et l'équipe américaine aujourd'hui est davantage développée. Quand j'ai commencé aux États-Unis, le football était considéré comme un jeu de filles. Et ça s'est inversé, comme ça c'est en train de s'inverser aussi en France. La tendance est en train de changer, mais c'est vrai qu'il y a 7-8 ans, les garçons se sont beaucoup mis au football et aujourd'hui ça devient le sport numéro 1 chez les jeunes Américains. Le football est le sport numéro 1. Merci beaucoup. Alors on va passer à la deuxième partie du débat qui est le championnat national, donc attractivité, difficulté, projet. Alors parlons peu, parlons bien, parlons de l'indice UEFA. L'indice UEFA donc, est un coefficient qui détermine entre autres le nombre de clubs issus d'un même pays qui est autorisé donc à donner des participants aux ligues européennes, au championnat européen. La France est actuellement 5e du classement, derrière l'Espagne, derrière l'Italie, derrière l'Allemagne, derrière l'Angleterre aussi, ce qui fait passer les Français un peu pour les dindons de la farce, puisque la 5e place ne donne pas accès à 4 places en Ligue des Champions. Donc, voyez-vous la France capable de dépasser ses voisins européens bientôt? Si oui, quand? Sinon, est-ce un signe de la mauvaise santé du football français? Alors, là, lorsqu'on a défini justement le plan stratégique, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Il y avait un objectif financier, donc avec les droits télé nationaux, il a été atteint, puisqu'on a eu une augmentation très significative de nos droits télé nationaux, internationaux également, donc financiers. Il y a un objectif sportif. Et là, on ne parle pas de gagner la Champions League. Enfin, c'est trop dangereux même de pouvoir prononcer des choses comme ça. Mais c'est de se dire effectivement d'ici 2022, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive au moins à la 4e place pour pouvoir permettre à la France d'avoir des clubs qualifiés plus facilement, effectivement, et plus nombreux, qualifiés dans les coupes européennes, où vous avez raison, d'un don de la farce, on est assez d'accord avec cette terminologie. Malheureusement, les règles ont changé, et c'est vrai qu'en étant à la 5e place européenne, aujourd'hui, on ne qualifie pas autant de clubs qu'on pourrait en qualifier, et donc l'objectif, c'est de remonter. Et justement, voilà, ça, on ne sait pas. Le sportif, c'est difficile à mettre en équation. Et justement, en fait, parce que paradoxalement, on voit que chaque année, les équipes se battent corps et âme pour arracher la 4e place, la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Et finalement, on observe quand il faut participer à ces compétitions que les clubs font une large revue d'effectifs, qui mettent parfois des équipes B, et que finalement, quand des clubs se retrouvent dans des poules qui paraissent abordables, et ben finalement, elles ont beaucoup de difficultés à les passer, et souvent, elles échouent. Et donc, pour vous, comment on peut expliquer cette attitude qui est à la fois paradoxale? On veut absolument se qualifier pour la Ligue Europa, et une fois qu'on y est, on ne la joue plus. Je pense que c'est plus vrai du tout. Alors là, je laisse parler les spécialistes, mais je crois que ça a beaucoup changé. Moi, je pense que quand on démarre un championnat, d'ailleurs, je voyais tout à l'heure, tu disais par rapport aux autres championnats, c'est vrai qu'il faut le dire, il faut être conscient de la situation. Il faut se rendre à l'évidence que on a une tendance assez souvent à regarder ce championnat espagnol, parce que quand dans le championnat espagnol, tu as Messi et Cristiano Ronaldo, ce sont les 2 meilleurs joueurs au monde. Ensuite, il y a ce fameux championnat anglais. Quand on le regarde, on voit toujours ces 6 clubs qui se battent pour être champions d'Angleterre. Ensuite, il y a les Italiens et puis il y a les Allemands. Quand on regarde le championnat allemand, assez souvent sur BeIN, on regarde un peu, on les regarde pas tous, mais je vois ces stades pleins, je vois cette ambiance. Il y a une identité en fait à chaque championnat. Voilà, c'est ça. Et moi, j'aimerais tellement que notre championnat, mais je dirais tout simplement aussi, c'est que il faut que les grands clubs français reprennent de la hauteur. Et nos grands clubs français,
que sont Marseille, que sont Paris. Excusez-moi si j'ai dit Marseille en premier, hein, mais bon, j'estime que Combien Marseille... de supporters marseillais? Marseille, ouais, ils sont nombreux, je sais, vous inquiétez pas, je les ai vus, je les ai repérés. À l'OM, voilà. Non, mais c'est pour dire aussi que ces grands clubs français qui, dans le passé, qui étaient Saint-Étienne, qui étaient Marseille, Nantes, Bordeaux, ces grands clubs, il faut qu'ils reviennent pour tirer tout le monde vers le haut. Et c'est ça le plus important. Et c'est là quand on aura une force supplémentaire. Et pour revenir un peu, ces clubs français, quand ils disputent cette compétition, tu sais, quand tu démarres, il te faut avoir un effectif. Il te faut avoir un effectif assez fort pour concourir, ou tu as des entraîneurs aussi qui ont des objectifs. Et les objectifs, c'est le plus rapidement, c'est d'être dans la première partie. Le plus rapidement, c'est d'être éviter de ne pas être dans la deuxième partie pour ne pas descendre. Ensuite, il y a aussi un club cette année qui est en train de nous faire mentir. C'est le Stade Rennais quand même. Il faut quand même les féliciter. Vendredi, ils vont encore avoir, c'est jeudi, face à Arsenal. Ils auront l'opportunité, encore la possibilité peut-être de réaliser encore un exploit. Non, j'y crois. Moi, je pense qu'en France, il y a du potentiel. Il y a des clubs qui sont peut-être certainement pas encore suffisamment assez forts, mais qui peuvent aussi penser, le Paris Saint-Germain cette année est peut-être dans une dynamique pour aller chercher une Ligue des Champions. Et on peut toujours s'attendre à voir Marseille, Lille cette année réaliser un bon championnat, et aussi l'Olympique Lyonnais. Hein. Oui, et Lyon, j'oubliais qu'ils peuvent éliminer le Barça. Hein, attention. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, il y a des Lyonnais aussi là-dedans, ça va, j'ai compris. Marseille, ils élimineront personne. Non, mais Merci. après... Faut pas oublier que l'année dernière, Marseille était en finale de l'Europa League quand même. Ça reste. Ouais. Après, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que, et je l'ai vécu avec Louis quand il était mon entraîneur au Paris Saint-Germain, et c'était le seul moment en France, et pourtant j'ai fait une finale aussi avec l'AS Monaco. C'est un objectif qui doit être défini d'entrée par un club. Et je crois qu'on a un vrai problème dans nos clubs français à afficher ces objectifs. Et quand j'ai signé à Paris Saint-Germain, la première chose que Louis m'a dit, voilà, on construit une équipe pour gagner la Coupe d'Europe. Et dès que vous donnez cet objectif-là, ça change toute la philosophie. Et je crois que des fois, on est un peu frileux dans les clubs de dire, voilà, on a peur que qu'est-ce que les supporters vont dire, qu'est-ce que les journalistes vont penser de nous, mais c'était un vrai objectif. J'ai signé au Paris Saint-Germain, l'objectif, c'est la Coupe d'Europe. On a gagné la Coupe d'Europe. Dès que vous êtes conditionné d'entrée pour aller loin, c'est ce qui fait la différence. À l'Inter, c'était pareil. Et puis voilà. Quand même, avec le PSG tout-puissant, on a un championnat à deux vitesses, un championnat sans suspense. Donc, est-ce que finalement ce que le PSG apportait avec le PSG qatari a apporté, est-ce que c'est pas le poison finalement la Ligue 1, puisqu'on n'a plus de championnat vraiment intéressant? Alors, lorsqu'on regarde les autres championnats européens, c'est quelque chose d'assez fréquent. Alors, mis à part effectivement en Angleterre, mais il y a toujours 2, 3 leaders, voire un leader, comme le Bayern en Allemagne, pendant des années. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau et qui est spécifique à la France. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il nous faudrait, et là je rejoins Louis, c'est 2, 3, 4 PSG. Voilà. Alors le championnat, certes, pour notre championnat avec le PSG, il n'y a pas tellement de suspense, mais le suspense, il se fait sur les places européennes. Et là, on voit que c'est extrêmement serré. Donc, c'est les places européennes, et puis ensuite, effectivement, chaque fois la relégation. Mais on aimerait, et vraiment c'est notre ambition, c'est d'avoir 2, 3 gros clubs qui tirent notre football professionnel vers le haut. Mais aujourd'hui, on est très content d'avoir le PSG, parce que c'est une locomotive incroyable pour la Ligue 1 et incroyable pour l'exposition à l'international, parce que notre marché, il est aujourd'hui à l'international aussi, pour le football français. Donc c'est une vraie chance, une vraie richesse. Alors justement, il y a des projets à la LFP. On va en parler d'un projet qui est celui de réduire la Ligue 1 potentiellement de 20 clubs à 18 clubs. Non, alors là, je vous arrête tout de suite. C'est l'Arlésienne. Donc voilà, c'est l'Arlésienne. Donc le passage de 20 à 18 clubs, il revient régulièrement. C'est absolument pas d'actualité aujourd'hui. Comme ça, c'est clair. Alors, je pense pour que notre championnat soit beaucoup plus attractif. Vous savez, dans un passé, on peut toujours trouver des éléments pour améliorer, pour faire grandir, pour
Alors certes, c'est vrai que cette année, le Paris Saint-Germain, il n'y a pas d'opposition, mais le Paris Saint-Germain étant dans notre championnat avec un effectif de qualité, avec des grands joueurs, parce que tu as ce Mbappé aujourd'hui, Cavani n'étant pas là, ni Neymar n'étant pas là, sur le terrain, il est en train de montrer qu'il est aussi un leader, qu'il est en train de prendre une dimension, qu'il est capable de jouer sans ces deux-là. Ça aide aussi, ça permet à ce garçon encore d'élever son niveau. Même pour l'équipe de France et même pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que faut que ce soit attractif. Et d'autres clubs doivent aussi travailler dans ce sens-là. Je crois qu'après, c'est un club qui tire tout le monde vers le haut. Il faut que les autres aussi suivent, que les autres aussi s'y mettent. Quand tu penses qu'il y a 3 ans, Monaco était champion de France. Hein. Voilà. Voilà. Après, l'année dernière, l'Olympique Lyonnais a fait un grand championnat. Mais, exactement. Mais je pense qu'il y a... C'est vrai qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est sur une stratosphère incroyable. Mais je pense que les autres clubs devraient à un moment donné se poser en outsider, mais un peu plus challenging, quoi, pas juste attendre que ça se passe, quoi. Tu prends Lyon cette année, ils ont quand même battu Manchester City. Ouais. Tu prends Lyon, ils ont quand même fait match nul contre le Barça. Ouais. Et je sais pas, on a regardé cette semaine le Classico, le Barça, ils ont été gagnés 2 fois au Real de Madrid. Et ils ont quand même, ça dénote que le football français, il y a quand même il y a du potentiel, il y a de la qualité dans ce championnat et dans certaines de ses équipes. Alors quand même, le suspense est maintenu par une nouvelle variable du football qui est l'arbitrage vidéo. Alors pour l'instant, la VAR n'est utilisée en Ligue 1 que dans les cas suivants: but marqué, penalty, carton rouge direct ou erreur d'identité du joueur sanctionné. Peut-on imaginer à l'avenir d'autres usages de la VAR, étant donné qu'on veut un système plus juste arbitralement? Alors les lois du jeu sont définies par un organisme international qui s'appelle l'IFAB. C'est eux qui définissent les lois du jeu. Là, les différentes confédérations, telles qu'on les appelle, ou Ligue Pro, n'ont pas leur mot à dire en la matière. Aujourd'hui, voilà, il y a des cas particuliers uniquement d'utilisation de la VAR, et on en restera pour l'instant à ces cas-là. Maintenant, ce que je peux vous dire sur la VAR, c'est qu'on le voit, et c'est une bonne chose, notamment pour toutes les discussions qu'il peut y avoir après match. On voit bien que ça n'élimine pas toutes les discussions qu'il peut y avoir sur l'arbitrage. Sur l'arbitrage, ça a quand même permis de réduire de plus de 40% les erreurs manifestes. Et je pense pouvoir dire que la majorité des personnes, même si effectivement il y a des choses qui restent encore à améliorer, sont contentes de l'arrivée de la VAR. En tout cas, il nous semblait nécessaire d'évoluer avec notre temps. Et on pense que ça apporte quand même plus d'équité sportive. Qui est pour la VAR dans la salle? Qui est contre? Ah oui, on a une sont tous majorité favorables pour la à la VAR. VAR. Et moi, je suis un fervent partisan de la VAR. Parce qu'en tant qu'entraîneur, je le disais assez souvent, durant une semaine, on prépare une équipe à jouer un match ô combien important le week-end. Et on travaille sur le plan tactique, sur le plan physique, on travaille avec les uns et avec les autres pour essayer de gagner un match le week-end. Et quand à la 85e, 90e minute, tu te prends une injustice, ça fait mal. Mais ça te fait mal pour ton club, pour tes supporters, pour tes joueurs. Ils rentrent tous dans le vestiaire en se disant mais c'est pas possible, il y avait hors-jeu, il y a un penalty. Alors pour cela, il faut peut-être leur laisser un peu le temps. Parce que c'est vrai que ça demande. Moi, je serais favorable, pour dire tout simplement, c'est que je n'aimerais pas qu'on mette des numéros 1 dans les fameuses camionnettes. Vous savez, là où sont dans le... J'aimerais plutôt des anciens qui arrêtent d'arbitrer, qui puissent les accompagner, qui puissent les aider. Parce que je pense que c'est aussi ces arbitres qui sont là dans le fameux camion, qui voient à leur manière, alors peut-être une décision que eux, là j'aurais sifflé, là je n'aurais pas sifflé. Et c'est celui qui est au centre qui doit prendre la dernière décision. Oui, c'est exactement ça. Pour moi aussi, je suis pour la VAR, mais le vrai problème, c'est le rôle de l'arbitre aujourd'hui. Parce que est-ce qu'il attend que la VAR prenne une décision, alors est-ce qu'il est là pour prendre la décision? Et je pense que l'arbitre a un rôle vraiment important aujourd'hui à avoir dans le football. De plus en plus important, justement, la VAR est là pour l'aider. Elle n'est pas là pour le suppléer. Et on a vu beaucoup de cas où l'arbitre, je sais pas, il attend de faire son truc pour aller voir la caméra et derrière, il prend la décision. Et je crois que, justement, ce moment-là, c'est un moment d'émotion qu'ils sont en train d'enlever au football.
Et il faut garder la spontanéité. Les gens, ils viennent au stade pourquoi ? Pour voir du live. Et il faut garder ce moment-là. Même si c'est une erreur, il y a la caméra derrière et l'arbitre a un vrai rôle à jouer là-dessus. Il ne faut pas casser cette émotion-là. Et je crois qu'il faut aussi une mise en responsabilité de l'arbitre. Tu as raison, Louise, pourquoi pas mettre des gens aussi du football qui peuvent aussi interpréter un geste peut-être différemment. Exactement. Et justement, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer que les entraîneurs, les capitaines aient un droit de challenge, un peu comme au tennis, de challenge par set, pour pouvoir, à un moment, s'ils jugent une action litigieuse, intervenir. Pourquoi ils auraient besoin ? S'il y a des gens qui contrôlent, ils n'auraient pas besoin. S'ils sont pas satisfaits le capitaine voit moins bien que 850 caméras qui filment un match. Voilà, le challenge, tu l'as quand il n'y avait pas la VAR et tu dis, ouais, peut-être on va revenir dessus. Mais si tu as la VAR à la sortie, tu ne devrais même pas avoir de challenge. D'accord. Il faut que ça aille vite. Franchement, voilà, il faut que ça aille vite. Il ne faut pas qu'il y ait des arrêts, systématiquement des arrêts de jeu. Il ne faut pas qu'on s'arrête pour aller commenter, pour aller voir une caméra. Il faut que ça aille très très vite. Il ne faut pas que ça dure, au lieu de 90, bon, 92, 93, on va passer à 2 heures sur un terrain. Il faut que ça aille le plus rapidement possible, c'est tout. Et ça va s'améliorer. Effectivement, maintenant, il n'y a plus les camions, les petits vans. On est en train de tout centraliser dans un replay center commun. Donc, ce qui permettra d'avoir un peu aussi d'échange de coordination qui sera plus aisé. Et de toute façon, ce que tu disais, c'est qu'à un moment, c'est l'arbitre qui a la décision finale. Donc, ça reste un homme. Donc, avec les erreurs qu'il peut effectivement faire. Donc, on n'est pas en train de dire que la VAR va apporter le zéro erreur. Alors c'est vrai que quand on parle de technologie, on a l'impression que la technologie, elle est infaillible, mais l'homme, il reste faillible. Très bien, c'est compris. Alors maintenant, passons à un sujet un peu complexe pour la LFP, c'est celui des supporters. Alors il y a eu des frictions récurrentes avec certains groupes de supporters qui expriment être trop brimés dans leur élan. Alors certes, la LFP applique le règlement à la lettre en sanctionnant par exemple les clubs de huis clos partiels, de huis clos, mais ne tutelle pas un peu la passion et l'euphorie des supporters en appliquant trop à la lettre ce règlement sans Alors discernement. là, vous voyez, je vous arrête tout de suite. Vous voyez la photo que vous avez avec un fumier qui est en train de craquer. Vous savez à combien ça brûle ? 2000 degrés. 2000 degrés. Normalement, les fumigènes, c'est utilisé comment ? Sur un bateau, avec des gants, quand il n'y a personne aux alentours. Donc, c'est interdit, c'est un délit pénal, c'est interdit par la loi. Et là-dessus, qu'on soit aimé ou pas aimé, notre rôle, c'est d'appliquer la loi. Alors, la police, on l'aime pas toujours, mais on en a besoin. La Ligue, c'est pareil là-dessus. Et la commission de discipline, c'est pareil. Maintenant, ce qu'on peut nous reprocher, et franchement, on fait notre mea culpa tout le temps, c'est de ne pas arriver à identifier le ou les responsables et d'avoir des sanctions individuelles. Sachez que quand le club passe en commission de discipline et qu'il a démontré qu'il a pu identifier le ou les fauteurs de troubles, en général, le dossier est classé. Lorsqu'on arrive à une tribune fermée ou un huis clos, c'est une situation d'échec incroyable pour la Ligue. N'imaginez pas un seul instant que ça nous fait plaisir. Par rapport à tout ce qu'on vous a expliqué auparavant en disant ce cercle vertueux, cette expérience des clients, cette émotion, etc. Jouer un match dans un stade plein, c'est horrible pour les joueurs, c'est horrible pour les téléspectateurs qui regardent le match qui passe à la télé. Enfin, c'est une expérience qui n'est jamais prise de gaieté de cœur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le jour où, malheureusement, il y a un fumigène qui donne des blessés, voire plus. C'est pas possible. Il y a une responsabilité dans ce cas-là pénale du club et de la Ligue qui est engagée. Et c'est du foot, mais ça doit rester du foot. C'est-à-dire que l'intégrité physique des acteurs du jeu et également des supporters, c'est la première chose qu'on doit préserver. Donc si on avait une solution maintenant alternative avec des fumigènes froids, tel qu'on l'entend, le fumigène, donc tel qu'on certains les mettent en exergue au niveau des pays scandinaves, ça brûle quand même à 1000 degrés. Donc là aussi, les dégâts peuvent être extrêmement importants. On n'a pas encore trouvé une solution alternative, mais on est prêt à étudier, expérimenter des choses qui peuvent être intéressantes, mais qui préservent avant tout l'intégrité physique des uns et des autres. Je peux vous poser une question ? Pourquoi en Angleterre ? Pourquoi en Espagne ? Pourquoi en Italie ? Pourquoi en Allemagne ?
de ce côté-là, on n'a plus de problème. Est-ce que vous avez réussi aussi un peu à dialoguer, à échanger avec eux avec Oui, alors il y a une chose, et ça c'est quelque chose qu'on met énormément en avant, on essaie de travailler le mieux possible avec les services de l'État. En Angleterre, lorsque on identifie un supporter qui a craqué un fumigène, il est interdit de stade et il est interdit de stade à vie. Voilà. La justice anglaise prend ses responsabilités immédiatement et il y a une interdiction de stade. Nous, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les 3 I. Il faut déjà identifier. Donc, identifier la bonne personne. Ensuite, il faut l'interpeller. Et ensuite, il faut l'interdire. Donc, il faut qu'il y ait une décision administrative ou judiciaire qui soit prise pour l'interdire. Et souvent, malheureusement, ces sanctions ne sont pas appliquées. Et justement, Luis Fernandez au PSG, comment... J'ai rien fait, moi. Comment le club gère ses supporters? On sait qu'il y a eu des antécédents, des difficultés, parce que des supporters font l'image Je ne pourrais vous répondre à cette question parce que je ne participe pas à ces... Bien sûr, mais vous avez une vision... Je regarde, j'observe, on est très attentif, on sait que les clubs font le nécessaire, font pour... je pense que... Non, mais ce qui est dommage, on va dire, mais bon, après il y a eu des affrontements. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus Boulogne-Auteuil. Ce qui est dommage, c'est que quand il y a un derby Lyon-Saint-Etienne, les supporters ne peuvent plus se déplacer, que quand il y a un Marseille-PSG, les supporters ne peuvent plus se déplacer. Je crois qu'à terme, ça va faire beaucoup de mal au football français. Alors c'est dommage, je comprends Nathalie, c'est dommage que la Ligue n'a pas peut-être les outils, et c'est peut-être pas à la Ligue de régler ça, c'est peut-être aussi au club, c'est peut-être aussi des décisions aussi préfectorales, donc nous on respecte un moment, on n'est pas au-dessus des lois. Je pense qu'il y a un vrai travail dessus à faire. Ça devient dramatique, et c'est vrai qu'on voit ces images, on a joué de partout. Il n'y a qu'en France où on utilise le fumigène. Avant, en Italie, oui. Le derby à San Siro, il y avait des fumigènes. Mais c'est pratiquement banni aujourd'hui en Italie. Aujourd'hui, il n'y a qu'en France où encore supporters viennent avec le fumigène. Et je crois que c'est très dangereux. Moi, je suis pour un stade plein, avec une belle ambiance, avec des tifos. Je pense que c'est ce qui donne l'ambiance. Il y a une semaine, j'étais à Madrid, invité par les dirigeants de l'Atlético de Madrid pour voir l'Atlético contre la Juve. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans ce stade, un quart d'heure, une demi-heure avant, quand il y a une ambiance comme celle que j'ai pu vivre, c'est exceptionnel. C'est ce que j'aimerais pour les clubs français. C'est ce que je voudrais. Avec des tifos, avec des chants, c'est magnifique. C'est ce qu'on a envie. On a envie moi, je suis pour les supporters. Sans les supporters, il n'y a pas de football. Un stade plein, il n'y a pas plus beau de voir le parc plein, le vélodrome plein, Geoffroy Guichard plein, ou à Lyon, c'est magnifique, c'est ce qu'on attend tous avec impatience, c'est tout. Justement, restons encore dans les stades, mais encore la mauvaise partie des stades. On se souvient du choc des Olympiques, comme on l'appelle maintenant, de septembre dernier, où il y avait des tracts au relent plus que tendancieux qui ont été distribués par les supporters, enfin les ultra-lyonnais, les Badgones, à l'encontre des supporters marseillais. Nathalie Bois de la Tour, les 10 000 € d'amende avec sursis dont a écopé l'OL, était-ce assez ? Alors, vous savez, on a en mode de fonctionnement, donc sur ce qu'on appelle le régalien, parce que finalement la Ligue a 2 objectifs, 2 missions principales, c'est de gérer le régalien, donc gérer l'intégrité des championnats et développer, ça c'est la 2e mission, l'économie du football. Sur les missions régaliennes, on est organisé de façon assez particulière, où on a des commissions qui sont nommées, qui sont des commissions indépendantes. Donc la commission de discipline, mais également la DNCG, la commission des compétitions, etc., sont des organes indépendants. Donc jamais vous m'entendrez me prononcer sur une décision qui a été prise par cette commission. En général, sur la commission, ils font très bien leur boulot, ils écoutent l'ensemble des parties, donc, qui viennent s'expliquer, se justifier, et ils prennent des décisions en fonction d'un barème disciplinaire qui est défini. Si maintenant ce barème disciplinaire, il faut le revoir, ben on le reverra. Très bien, alors passons maintenant au petit jeu des mardis. Alors le principe est simple, vous avez une question, 3 propositions, et normalement la bonne réponse est dedans. Alors, est-ce qu'on est prêt ? Alors on est prêt.
Alors en 2022 aura lieu la Coupe du Monde au Qatar. Et la question est la suivante. Quel autre pays hôte pour une Coupe du Monde représentant les valeurs de la FIFA? La Libye, car tous les passeurs y sont décisifs. La Corée du Nord, car les tireurs manquent rarement leur cible. L'Arabie Saoudite, car là-bas, tout finit dans les cages. Joker. L'Arabie Saoudite. Luis Fernandez. Je vais copier. J'ai toujours copié à l'école, je copie. Comme Yuri. Un plébiscite pour l'Arabie Saoudite. Deuxième question. Quel est le meilleur trio pour un plan à 4 avec Zaya? Ribéry, Benzema, Govou. On ne change pas une équipe qui gagne. DSK, Tariq Ramadan, Donald Trump, l'expérience et la technique sont 2 maîtres mots du football. Fernandez, Djorkaeff, Bois de la Tour. Parce qu'un débat, ça rapproche. Bon, moi, je suis pour la parité, donc 3. Ah. Il y a un trio qui l'a déjà fait, donc. De toute façon, on m'a dit que c'était pas filmé, donc je pouvais dire ce que je voulais. Il me semble que si. Luis. C'est Govou, c'est Benzema et c'est Ribéry. Alors ça, c'est la réponse originale, mais la vôtre? Mais je les aime bien les 3 là. Ah. Je sais pas, mais bon, allez, je prendrai le dernier. Le deuxième trio, il est pas mal aussi. Hein. Celui-là, DSK, Ramadan et Trump, c'est pas mal. Hein. Celui-là, il est pas mal. Hein. Alors, troisième question. Donc, vous voyez l'image qui s'affiche à l'écran. Selon vous, qui mérite le plus ce ballon? Rabiot, il a évité la Coupe du Monde, mais évitera-t-il un ballon? Anelka, et on laisse Raymond Domenech frapper. Nasri, car shooter ou être shooté, telle est la question. Pas facile. Moi, j'enlève aucun, Anelka parce que j'aime bien Anelka, donc j'enlève. Après les 2 autres, je vous laisse choisir. On se chauffe pas trop. Non, mais moi je veux pas. C'est une question pour toi. Vas-y, Yuri. Il n'y a Ouais, que toi qui ouais, réponds. ouais, Celle-ci, elle est pour toi. Là, Moi, qui mérite le plus? Moi, Nico, je l'aime bien, donc je ne me mettrai pas dedans. Après, des fois, c'est bien d'avoir aussi son caractère, même si c'est difficile à assumer, même si on mérite des fois des ballons dans la figure comme ça. Mais c'est pas. Je crois qu'il faut pas toujours aussi. Faut pas toujours aussi suivre la direction qu'on veut nous donner à suivre. Et je pense que je prends l'exemple d'Anelka. Il y a eu des mots forts avec le sélectionneur, mais qui n'a pas eu des mots forts avec un sélectionneur, qui n'a pas eu des mots forts avec un entraîneur. Et je crois que des fois, surtout vous qui êtes très jeune encore et qui allez demain être confronté à des choses comme ça, il faut toujours prendre un petit pas de recul, juste réfléchir, et puis si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, faites-le quand même, si c'est vos convictions, quoi. Voilà, je crois qu'Anelka... Pourquoi ces 3-là? Vous n'aviez pas d'autres? Question suivante. Question suivante. T'es d'accord? Alors, moi, je les aime, les 3. Quatrième et dernière question. Qu'est-ce qui équivaut au temps passé au sol par Neymar pendant la Coupe du Monde 2018? Alors, la cuisson d'un paquet de pâtes Panzani. Un épisode de Scène de ménage diffusé par M6. Ou bien le temps passé par Thauvin pendant la Coupe du Monde sur le terrain. Ouais, mais lui, il est champion du monde. Neymar, il n'y est pas. Exemple à suivre, c'est Thauvin. Alors, Thauvin pour Luis Fernandez, Nathalie Bois de la Tour. T'as dit quoi, toi? Thauvin, parce qu'il est champion du monde, c'est vrai que... Bon, bah, je vais dire la même chose. Hein. Voilà, je vais pas prendre. Yuri Djorkaeff. On va être solidaire. Ah ouais, on est solidaire. Et c'est un ratage collectif parce que c'était un épisode de Scène de ménage qui dure effectivement 14 minutes. Ah, d'accord. Alors on va reprendre maintenant le cours de notre débat et entamer la troisième partie qui s'organise autour du football et de l'argent. Alors parlons maintenant de la DNCG, donc la Direction nationale du contrôle de gestion, qui est chargée de surveiller les comptes des clubs de football professionnel en France. Alors beaucoup de petits clubs peinent à équilibrer leurs comptes. On notera par exemple qu'en 2017, c'est Ajaccio et Bastia qui ont été rétrogradés. En janvier dernier, Lille a évité de justesse l'interdiction de recrutement. Et donc ainsi, les grands clubs semblent avoir... la possibilité de faire des transactions sans être sanctionnés et les petits peinent à survivre chaque année. Alors ainsi, ma question est la suivante. Est-ce que le fair play financier est contre-productif ? Alors, déjà, pour revenir sur la DNCG, c'est l'organisme de contrôle de gestion interne
à la Ligue. Il faut savoir que c'est quelque chose où la France a été extrêmement en avance, puisque la France a été un des premiers pays à mettre en place une commission de ce type pour pouvoir s'assurer, parce que ça c'est l'objectif de la DNCG, il faut bien la comprendre, hein, parce qu'elle est très différente du fair play financier. La DNCG, c'est s'assurer de l'équité du championnat. Ça veut dire qu'un club qui va démarrer la saison doit arriver jusqu'à la fin de la saison sans déposer le bilan. Pourquoi ? Parce que imaginez que vous avez un club qui, en milieu de saison, dépose le bilan, tout le classement sportif et toute l'équité finalement du championnat est remise en cause, donc ce qui sera absolument dramatique. Donc le rôle de la DNCG est très important. Ils se réunissent 2 fois par an, ils contrôlent les clubs avant le démarrage de la saison, donc sur le mois de mai, juin et juillet pour certains. Et puis ensuite également au mois de décembre. Donc c'est un outil qui nous est envié au niveau européen, qui est composé de professionnels donc de la finance. Et c'est une commission aussi qui est indépendante, donc sur laquelle la DNCG fait son travail sans en référer à la présidente ou au directeur général exécutif. Voilà, ils prennent leurs décisions en toute indépendance. Et justement, par rapport au fair play financier au niveau européen, cette fois-ci, est-ce que quand on voit un transfert de Neymar à 222 millions d'euros, est-ce qu'on peut se demander si le fair play financier n'attaque pas plus les petits clubs en les restreignant, alors que les plus gros clubs trouvent toujours des contrats en plus, des choses en plus, pour finalement faire leur transfert et apparaissent moins contraintes, même si elles ont des sanctions parfois, que des petits clubs. Non, mais c'est les philosophies qui sont différentes. Comme je vous l'ai dit, la DNCG, nous, on contrôle le cash qu'il y a dans un club, donc par rapport à un business plan. Et donc, on veut que le financement qui est mis en place par le club couvre l'ensemble des dépenses et le business plan qu'ils ont prévu sur l'année. Le fair play financier européen, donc de l'UEFA, est totalement différent. La philosophie n'est pas du tout la même. C'est de se dire un club ne doit pas dépenser plus qu'il ne produit. Donc la philosophie est différente. Maintenant, nous, pourquoi au niveau de la France, de temps en temps, on se dit il y a des choses à revoir au niveau du fair play financier ? Parce que c'est une barrière à l'entrée pour les clubs qui arrivent. Parce que, comme dans toute entreprise, quand vous reprenez un club, vous avez besoin d'investir. Donc si on ne peut pas investir, et on sait qu'on va perdre de l'argent par rapport à ce qu'on produit les premières années, donc c'est quelque chose qui est fermé. Donc il nous semble intéressant, et l'UEFA notamment l'a entendu, de peut-être relever un certain nombre de seuils pour permettre aux nouveaux arrivants, donc comme le PSG, comme Marseille, etc., de pouvoir investir dans le club. En fin de compte, l'UEFA, c'est comme si demain vous ouvrez un restaurant et vous allez voir l'UEFA, vous leur dites voilà, je vais faire des dépenses et puis il va me falloir 3-4 ans avant d'avoir un chiffre d'affaires pour être à jour. Voilà. C'est un peu comme ça le fair play financier. C'est vrai qu'il n'est pas toujours compréhensible parce que c'est souvent mal expliqué. Et puis il y a toujours des... En fin de compte, l'UEFA essaye d'être un peu souple. D'être un peu souple parce qu'il y a beaucoup de discussions entre le président et l'organisme qui regarde le fair play financier, justement, pour permettre à des grands clubs de produire encore plus de joueurs, plus de shows, plus de spectacles pour le spectateur. Mais ça va toujours dans le sens des grands aussi. Alors, on parle beaucoup d'élargissement maintenant des compétitions au niveau de l'UEFA et même au niveau de la FIFA. Même Gianni Infantino, président de la FIFA, s'est déclaré optimiste le 15 février dernier pour élargir la Coupe du Monde à 48 équipes au lieu de 32. Et ce, dès 2022. Alors, d'aucuns pensent que c'est une bonne idée parce que ça permettrait aux petites nations de se montrer, d'évoluer. Mais tout de même, il y a un risque véritable d'avoir des scores fleuves. Il y a un risque en fait que la compétition soit hétérogène. Qu'en pensez-vous ? Luis Fernandez, tous les un trois. avis ? On a peur de quoi ? Des scores au fleuve. Quand on regarde la dernière Coupe du Monde, on voit que ça se resserre quand même. Il n'y a plus de grosses différences. Avec un élargissement. Non, mais après, je ne suis pas là pour... il veut 48 pays. D'ailleurs, le prochain championnat d'Europe qu'on aura
En 2020, c'est pas un championnat d'Europe qui sera joué en Espagne, ça sera un peu dans toutes les capitales européennes. Toutes les capitales. La France non, hein, pas sauf Paris. Ça va se passer en Angleterre, en Espagne, en Italie. Voilà, c'était l'idée de Michel Platini. C'est pour les 50 ans de l'euro. Ah, c'était 50e année. Là, en ce qui concerne l'idée de 48, c'est pas que avec d'autres pays. Je pense que les pays commencent aussi à réaliser à s'améliorer, à progresser, à travailler. On le voit quand on voit un peu les championnats, on va dire, en Europe ou dans le monde. On sent que tous ces pays ont des joueurs, ont des capacités, ont des qualités. Il y a du travail qui se fait. On commence à bosser, on travaille la formation aussi dans pas mal de ces pays. On commence aussi à avoir des joueurs voyager, venir en Europe. Et je trouve que 48 pays, j'attends avec impatience. J'attends de voir. Alors, il n'y aura pas des scores fleuves. Il n'y a pas des scores fleuves. Parce que je pense que tu as disputé une Coupe du Monde. J'en ai joué une en 86. Yuri était champion du monde. C'est quelque chose qu'on attend avec impatience. C'est quelque chose qu'on a envie de jouer. Quand on a cette occasion de la disputer, on a envie de faire honneur à son pays. On a envie de se battre. On a envie de gagner. On a envie de ne pas être ridicule. On l'a vu là pendant la Coupe du Monde en Russie. Il n'y a pas des... On pensait tous qu'il allait y avoir les Allemands, ils allaient mettre des petites fessées. Il n'y a pas eu de petites fessées. Il y a eu tout le monde qui a su tirer l'épingle. Il y a toujours des pays qui ont su montrer qu'ils avaient des capacités et des qualités qui sont en train de progresser. Hein. Mais c'est là où on voit l'impact réel du football. C'est justement, peut-être que ça sera peut-être juste pour une Coupe du Monde, cette ouverture sur autant de pays. Mais quand on voit l'Islande, aujourd'hui, l'Islande qui est reconnue, qui est connue mondialement grâce bon, il y a eu les cratères, les volcans, mais il y a surtout cette équipe de football. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu des équipes sud-américaines qui n'ont plus participé à la Coupe du Monde depuis très longtemps. L'engouement dans le pays pendant la Coupe du Monde en Russie, c'était incroyable, quoi. Donc, c'est une bonne chose parce que du coup, ça développe plein de choses dans le pays aussi qui participent à cette Coupe du Monde. Ouais, c'est bien. Et tu vas voir cet été, quand tu auras la CAN et quand tu auras la Copa América, tu vas voir l'engouement qu'il va y avoir. Tu vas voir comment ça. Justement, est-ce que cette surenchère en compétition, d'ailleurs, avec la Ligue des Nations, est-ce que c'est pour vous profitable et à quel point de vue? Est-ce que, par exemple, c'est bien pour les spectateurs d'avoir plus de compétition? Est-ce qu'il n'y a pas une saturation de ce point de vue-là? Moi, je pense que pour la Coupe du Monde à 48, il faudra certainement déjà penser par rapport au championnat, hein, tous ces championnats calendrier. Il va falloir anticiper, se préparer. On sait que les Anglais, eux, le Boxing Day, c'est important pour eux. Tu leur enlèveras pas le Boxing Day. Alors là, il y a cette Coupe du Monde au Qatar en 22. On attend avec impatience de la voir. Elle va se jouer en novembre ou décembre. J'ai envie de voir une compétition de Coupe du Monde parce que assez souvent, quand on arrive en fin de saison, les organismes sont fatigués pour pas mal de ces éléments qu'on attend avec impatience parce qu'une Coupe du Monde, c'est de faire gagner. Et on le voit au travers des performances des grandes nations qui ont du mal parce que les grands joueurs ont peut-être durant toute une saison dans leur club, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou en France, dans les grands clubs, pour gagner cette Ligue des Champions, les compétitions européennes ou les matchs internationaux. Alors là, il y aura déjà une préparation qui aura été faite en amont au mois de juillet, août, et on verra ce que ça va donner au mois de décembre, une Coupe du Monde. Moi, je pense qu'elle serait quand même assez spectaculaire. J'attends avec impatience. Non, la limite du développement du foot, aujourd'hui, c'est son calendrier. La chose la plus complexe à gérer, c'est le calendrier. Ça n'arrête jamais. C'est une centrifugeuse à 2000 qui tourne tout le temps. Et ça devient effectivement très compliqué. Rien que pour le calendrier de la Ligue 1 et la Ligue 2, ouais, donc des championnats, on fait travailler des data analystes, 3-4 sociétés de temps en temps différentes à différents endroits du monde pour pouvoir mettre l'ensemble des contraintes qu'on peut avoir pour organiser. On organise 900 matchs par an, hein, donc c'est important. Donc toutes les contraintes. Et derrière, donc, ce sont vraiment des ordinateurs qui ressortent des modèles, qui nous les modélisent. Et derrière, donc, on essaie de trouver, non pas la meilleure solution, parce qu'on n'a jamais de solution qui convienne à tout le monde, mais la moins mauvaise. Car effectivement, oui, souvent les clubs français, notamment engagés sur les compétitions européennes, se plaignent du calendrier, de l'enchaînement des matchs. Donc finalement, la solution, c'est d'automatiser, de trouver de façon algorithmique la meilleure solution.
il n'y a pas de solution. Plus il y a de compétition, plus il y a de matchs, etc., plus le calendrier, de toute façon, il n'est pas extensible. Donc, effectivement, il y a 2 seules solutions. Ça serait ce qu'on joue pendant le Boxing Day. Donc, aujourd'hui, le syndicat des joueurs ne le souhaite pas, donc c'est pas d'actualité. Voilà, mais il y en a peu. Est-ce qu'on passe effectivement à 18 clubs? C'est pas la volonté aujourd'hui de nos clubs de passer à 18 pour avoir moins de rencontres. Et derrière, avec les événements là qu'on vient de connaître, avec les gilets jaunes et les reports de matchs, où on a eu 40% pratiquement de nos matchs qui ont été reportés les 2-3 derniers mois, je peux vous assurer que c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour la Ligue, bien sûr, mais c'est surtout compliqué pour les clubs, c'est compliqué pour les spectateurs qui ont pris et les supporters qui ont pris leur billet, et c'est compliqué également pour les diffuseurs qui sont obligés de changer systématiquement leur grille de programmation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est joueur, nous on veut jouer tous les jours, quoi. C'est vrai que les clubs ou les fédérations demandent à chaque fois un ajustement du calendrier, mais quand tu es joueur, tu espères qu'une chose, c'est quand le prochain match, quoi. Quand tu joues tous les 3 jours, tu es l'homme le plus heureux parce que c'est ta vie, quoi. T'attends pas, d'où tu te fais chier, c'est quand tu joues le samedi et tu attends une semaine pour jouer un match, quoi. Alors là, c'est la semaine, c'est la pire semaine qui peut t'arriver, quoi. Donc quand tu enchaînes l'équipe de France, quand tu enchaînes la Champions League, ton club, voilà, tu vis pour ça, quoi. Alors justement, retournons sur la Ligue 1 et les droits TV que Nathalie Bois-Latour vous évoquiez tout à l'heure. Alors encore à la traîne il y a quelques années, effectivement, un nouvel appel d'offres comptant pour 2020-2024 a donné de l'air un petit peu à la Ligue 1 avec 1,150 milliards d'euros que les clubs de Ligue 1 auront à se partager. Alors cependant, on reste loin des 2,3 milliards de la première ligue anglaise. Et à titre d'exemple, par exemple, Sunderland, qui a terminé bon dernier de la première ligue en 2018, a touché 116 millions d'euros, ce qui est plus que ce que le PSG a touché à la fin de l'année en tant que champion. Alors, quels sont les leviers d'action, selon vous, à la fois au niveau national comme au niveau européen, pour lutter contre ce qui semble être une concurrence déloyale, car par exemple, des clubs de Ligue 1 moyens peuvent avoir des difficultés ou être en concurrence avec des clubs de Ligue 2 anglaise pour recruter des joueurs, alors que finalement, c'est quand même pas la même catégorie. L'Angleterre, ils ont très très bien travaillé, il y a déjà 15-20 ans de cela. Donc aujourd'hui, ils ont pris une avance qui sera difficilement rattrapable. Ils sont un peu hors sol par rapport aux autres championnats. En revanche, c'était important pour le foot français, qui était à la traîne sur les droits télé domestiques, de réussir ce dernier appel d'offres, qui a été un vrai succès, hein, puisqu'on a augmenté nos droits de 60%, et ce qui nous replace dans l'échiquier européen, puisqu'on est à peu près au même niveau que la Liga et la Bundesliga, et on est un peu supérieur à la Serie A. Maintenant, donc, si une partie du travail était fait sur les droits télé domestiques, il nous reste beaucoup à faire, notamment sur les droits télé internationaux, où là, on a énormément de retard. L'Angleterre avoisine également le milliard d'euros. Et ça, donc, c'est une des priorités pour nous, c'est de mieux faire connaître nos championnats à l'international pour accroître les droits télé à l'international. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Tout est dirigé en ce moment vers cet objectif, ainsi que sur la transformation digitale de la Ligue. Et notamment, vous voyez, on s'est entouré d'un certain nombre d'ambassadeurs, dont Yuri, donc, qui a été le premier ambassadeur et qui nous fait l'amitié de nous aider à faire la promotion de la Ligue 1 Conforama. Parce que Yuri, en tant que champion du monde, etc., il a une notoriété à l'international, il parle très bien de notre produit. Et on l'a vu, on est parti en Chine à plusieurs reprises ensemble. Voilà, ça éveille l'intérêt de diffuseurs chinois. Aujourd'hui, on est diffusé sur CCTV5, qui est l'équivalent de France Télévisions. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas cru possible il y a 2 ans. Donc, une partie du travail est lancée. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Il nous reste encore beaucoup à faire. Et justement, il y a eu une diffusion, par exemple, d'un match à 13h de Nice, il me semble, l'année dernière, pour attirer justement un public asiatique. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez renouveler, notamment avec les diffuseurs, prochainement ?
Oui, avec, bien sûr, il faut que les diffuseurs en soient d'accord. On veut le faire 2 fois par an. Donc c'est quelque chose qu'on va faire. Après, en revanche, sur le prochain appel d'offres, cette plage horaire a été définie pour justement avoir une exposition de nos championnats au niveau des marchés asiatiques qui soit compatible. Alors, le 2 décembre 2016, il y a eu le scandale des Football Leaks révélé par Der Spiegel quotidiennement. Alors, la question qui se pose ici, c'est la question du rôle du footballeur. Est-ce que le footballeur doit être puni 2 fois, c'est-à-dire par la loi, mais aussi par les instances, parce qu'il a un statut entre guillemets supérieur, c'est-à-dire un statut qui va susciter de l'admiration pour les joueurs, pour les jeunes par exemple. Donc, est-ce qu'il faudrait punir 2 fois le footballeur de ce point de vue-là? Est-ce que le footballeur doit être marqué doit être sanctionné à la fois par la Ligue, par la fédération et à la fois par la loi? Vous pensez à quel cas particulier Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Angel Di Maria. Là c'est la loi là, qui s'en occupe, c'est pas la Ligue. Je crois que... Est-ce qu'ils doivent aussi être sanctionnés justement par la Ligue? Ah, ça veut dire... C'est compliqué là, ta question, parce que pourquoi la Ligue devrait sanctionner? Ils ont pas... en tant qu'icône, on n'a pas eu le cas d'un championnat par exemple. Ouais, mais alors, tout ce système-là est mis en place par... Le Football League, ça va un peu plus loin que ça. C'est pas juste détourner des fonds ou cacher des choses. Je crois que si aujourd'hui dans le football il y a des failles comme ça, c'est que le football génère énormément d'argent. D'accord. Cristiano Ronaldo, c'est peut-être juste le bout de l'iceberg que vous apercevez, qui est celui qui court, mais dessous, il y a toute une économie, une industrie qui est quand même difficile à chiffrer et à évaluer. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire attention, et c'est là où les instances, c'est peut-être là, je rejoins ta question, c'est peut-être là où les instances devraient être vigilants sur les gens qui viennent investir dans le football, parce que les gens qui viennent investir dans le football, ils viennent en businessman. C'est plus des gens qui sont passionnés par le foot ou qui pensent que... Non, ils viennent faire de l'argent. Donc c'est là où il faut faire attention aux gens qu'on fait rentrer dans le poulailler, on va dire. Je pose cette question surtout par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis avec la NFL, la NBA, où là directement il y a des enquêtes internes qui sont menées, il y a des sanctions très rapides qui sont prises par rapport aux sanctions nationales, enfin au niveau administratif. Oui, mais alors, ouais, c'est sûr qu'aux États-Unis, tu prends un bon et un mauvais exemple, parce que les États-Unis, c'est un système quand même qui est géré, mais qui est géré, on va dire, en dictature. Tu vois, la NFL, la MLS, la NBA, c'est géré par un commissionneur qui a tous les propriétaires autour de la table, et il gère ça comme, tu vois, il y a tous les revenus sont partagés à part égale, il n'y a pas de transfert, il y a le salary cap, il y a tout un système en place qui justement ne permet pas ou n'incite pas à aller détourner de l'argent. Parce que les propriétaires, c'est leur argent. C'est eux qui ont mis l'argent sur la table et ils se partagent ça entre eux. D'accord ? Donc quand il y a une proposition de transfert aux États-Unis, vous savez très bien, c'est des enveloppes et on dit voilà, moi je veux Cristiano Ronaldo pour 100 millions. Si l'enveloppe elle est de 110 millions à Cleveland, eh ben, il va aller à Cleveland. Point barre. Louis, quel est votre avis sur la déontologie du footballeur ? Je pense qu'il faut, c'est très important, faire très attention sur ce sujet-là. Parce qu'on est footballeur aujourd'hui, ça doit être exemplaire. Exemplaire, c'est une image. C'est un regard, on l'observe. On a aujourd'hui, je le dis, je ne cesse de le dire, je leur disais même aux petits jeunes, quand j'étais à la formation du PG, ce fameux téléphone, ces réseaux-là, c'est plus un ennemi qu'un ami. Ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Parce que vous avez un devoir, c'est celui de tenter de faire en sorte à donner le meilleur des exemples. Et c'est vrai que ça commence toujours par le haut. L'exemple vient du haut. C'est à eux de montrer l'exemple. Et c'est vrai que dans le monde du football, quand on en parle assez souvent, il y a tellement d'histoires. On pourrait Là, il y en a quelques-unes qui sortent encore, qui ressortent de... C'est pour cela que ça fait tellement parler. Ça donne
beaucoup d'éléments. Les médias sont suffisamment assez présents. Là, il y a eu un livre qui a été écrit, alors on en sort, on va en dire. Il y a aussi pas mal de mensonges. Il y a aussi certainement de la vérité. Hein. Je ne suis pas là pour commenter. Mais c'est vrai que moi, je dis que ce sport, je l'aime tellement. Je suis tellement un passionné que j'aimerais tellement le voir propre. J'aimerais tellement le voir réussir. J'aimerais tellement que je sais pas, c'est comme ça. C'est ce que j'ai toujours rêvé en grandissant et en étant dans ce monde-là dans lequel je suis encore aujourd'hui en activité. Mais c'est vrai que des fois, il faut faire très attention. Il faut vraiment le surveiller. Sur ces belles paroles, on va passer à la dernière question du débat avant les questions du public. Donc j'invite le public à les préparer s'il le souhaite. Alors après la Coupe du Monde victorieuse en 2018, on évoque souvent, dans les équipes qui gagnent la Coupe du Monde, un risque de fin de cycle, de chute, de lassitude. Donc après 98, après 2018, pensez-vous qu'il faille encore attendre 20 ans pour voir naître une nouvelle génération victorieuse? Ou est-ce que, à la manière de l'Espagne, de 2008 à 2012, on peut voir une vraie dynastie du footballistique française naître, selon vous? Vous y croyez à cette génération? Oui, déjà en 2016, on est finaliste du championnat d'Europe. On a loupé le championnat d'Europe. Derrière 2018, champion du monde, je crois qu'on a une génération extraordinaire de jeunes joueurs talentueux qui, en fin de compte, je pense qu'ils ils se rendent compte de la soif de la victoire. Et j'en suis sûr que cette Coupe du Monde-là a ouvert l'appétit à beaucoup après la Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'ils ont réalisé... En fin de compte, en 98, on a été préparé pour gagner cette Coupe du Monde. On est arrivé, on était prêts, c'était à nous. En 2018, on sentait que le groupe n'était pas encore formé. Et Deschamps était un leader extraordinaire. Dès le premier match, ça a été le détonateur, le leader de l'équipe a été Didier Deschamps pour moi. C'est lui qui a réussi à mettre toutes ces individualités au service du collectif. Aujourd'hui, ils ont été champions du monde et je pense qu'ils ont ouvert un cycle pour les 4-6 prochaines années. Oui, ils ont ouvert un beau cycle. Ce qu'il faut, c'est en 98, on a une génération qui a gagné cette Coupe du Monde. Ensuite, on a attendu 20 ans. Pendant ces 20 ans, il y a eu quand même un mauvais souvenir, on ne va pas le rappeler. Parce qu'il faut toujours s'en remettre. Je me souviens de 84, 86, il y a eu un petit passage à vide. Il a fallu aller chercher, trouver, et on a su trouver cette génération de 98 qui a su redonner au football français cette confiance, cette envie de pouvoir. Maintenant, on a cette génération. Il faut quand même se souvenir qu'on sort d'une période assez difficile. Il ne faut pas non plus se souvenir. Il faut quand même se souvenir que Laurent Blanc, après 2010, il a quand même été le sélectionneur. Il a aussi travaillé pour remettre un peu, redonner cette confiance. Et puis ensuite, il y a eu un homme comme Didier Deschamps. Didier Deschamps est un homme remarquable. C'est un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie parce qu'il est champion du monde en 98. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais c'est quelqu'un qui donne par son professionnalisme, par son sérieux. Et on l'a vu au travers de cette compétition, avant de la jouer, avant de participer, on avait tous peur, on avait tous des craintes. Alors c'est vrai qu'il y a un sacré potentiel. Puis moi je suis tombé amoureux pas de Didier Deschamps, je suis tombé amoureux de N'Golo Kanté. Parce que je trouve qu'N'Golo, c'est l'exemple même du joueur sur un terrain. Cet état d'esprit remarquable, à ne rien dire, à courir, à récupérer, à jouer, à participer. Et c'est que je leur dis assez souvent aux jeunes, prenez-moi en exemple N'Golo Kanté. Soyez sur un terrain N'Golo Kanté et vous verrez. Vous allez aller le plus loin possible dans ce monde de football qui est assez difficile parfois. Et je pense que N'Golo Kanté, c'était pour moi, en le voyant jouer, je me dis, bon, j'ai joué à ce poste-là, et celui-là, il court plus que moi, celui-là, il fait plus d'efforts que moi, il est remarquable. Mais voilà, c'est ça, cette équipe de France au travers de ce garçon-là. C'était vraiment l'exemple exceptionnel à dire et à en parler. Très bien, merci beaucoup. Alors notre débat s'achève. Il est temps maintenant de passer aux questions du public. Ils se sont endormis là, on s'en va. Alors, bonsoir. Merci à tous les trois pour votre présence et pour votre implication dans le monde du foot.
Ma question, elle portait sur le racisme dans le monde du football et notamment dans les stades. Donc, on a l'impression, surtout par exemple en Italie, donc il y a des cas assez répétés, que les instances dirigeantes sont assez lentes pour réagir à ces types d'événements, comme par exemple les sifflets à Kalidou Koulibaly en décembre. Et justement, quelles sont les réponses qu'il faudrait apporter? Est-ce que par exemple, l'interruption de match, c'est une solution sinon souhaitable, au moins envisageable? Et sinon, quelles autres solutions est-ce qu'on pourrait apporter pour résoudre ce problème qui frappe particulièrement l'Italie, mais aussi d'autres pays européens? Merci beaucoup. Alors, le foot, c'est le reflet de la société. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas de racisme dans le football. C'est juste, au contraire, un exutoire. Il ne faut pas oublier aussi que le foot, c'est tellement médiatisé. C'est 10% de l'espace médiatique. Il n'y a rien de comparable en termes d'exposition médiatique au football. On en profite. On sait que c'est exposé et on laisse aller un certain nombre de travers. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est qu'il faut pouvoir identifier les fauteurs de troubles et les interpeller et derrière, donc, les sanctionner. Au niveau de la Ligue, si le délégué de match qui est présent, mais il y a quoi? Il y a 2 délégués pour un stade, et l'arbitre n'entend pas les chants racistes, il ne peut pas les mentionner dans son rapport, ou l'arbitre ne peut pas interrompre le match. Donc c'est possible simplement quand l'arbitre, qui est complètement concentré sur son match, identifie ou a connaissance de ces faits. Donc souvent, nous, on les a au niveau de la Ligue a posteriori. Donc, et c'est difficile à identifier. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que j'ai demandé à ce que soit mis en place un référent éthique au niveau de la Ligue. Donc c'est tout récent, ça date d'il y a 1 mois. Donc maintenant, il y a une personne qui, dès qu'il y a un acte de discrimination tel qu'il soit, donc homophobie, sexisme, racisme, et le point d'entrée au niveau de la Ligue. On travaille également avec des associations. Donc là, on va signer une convention avec la LICRA pour nous aider. On a signé des conventions avec SOS Homophobie. Donc il y a les sanctions, certes, mais il y a également tout ce qui est prévention. Et donc notamment prévention au niveau des acteurs du jeu, mais des supporters. Et là aussi, c'est un travail de longue haleine et sur lequel il ne faut jamais baisser la garde, parce que dès qu'on baisse la garde, de toute façon, ça revient. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Autre question? Oui, bonsoir. Luis Fernandez l'a un peu dit, par rapport au niveau de la Ligue 1, pour regarder quelques matchs de Ligue 1, le niveau est assez faible, notamment de la part d'anciens grands clubs, comme les Girondins de Bordeaux. Pour regarder certains matchs, c'est affligeant. Et quand on voit que ces clubs-là, ou comme Monaco qui joue le maintien, il y a quelques années, étaient capables d'aller même loin en Ligue des Champions, qu'est-ce qui manque à nos clubs français pour devenir, au niveau européen, des vraies institutions dans lesquelles les joueurs ont envie d'aller? J'entends souvent des joueurs, je vois Memphis Depay cette année à Lyon, qui dit l'année prochaine, j'ai envie de passer un cap, d'aller dans un grand club. Je me rappelle d'une interview de Pogba qui a dit quand on arrive à la Juventus de Turin, on a vraiment l'impression d'être dans une institution. Vraiment, et j'ai pas l'impression qu'on ait ça en France. Alors le PSG est peut-être en train d'y arriver, mais voilà, qu'est-ce qui manque pour que le football hexagonal puisse arriver à ce niveau de notoriété qu'a par exemple le football anglais, le football espagnol, voilà. Il faut des hommes forts. Je crois que quand... Ou des femmes. Ouais, des femmes, pardon, bien sûr. Quand je dis des hommes avec un grand H, je pense que tu n'as peut-être pas connu l'époque de Claude Bèze aux Girondins de Bordeaux. Voilà, c'était des leaders. À l'époque, c'était une institution. Tu vois, aujourd'hui, dans le championnat français, on a de moins en moins de présidents forts, des gens qui sont là, qui ont un projet, qui t'amènent avec toi, parce que c'est ça aussi. Hein. Après, des institutions, on en a. Quand je pense à Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Marseille, tout ça, on a des clubs forts, mais derrière, il faut des projets un peu plus clairs pour pouvoir permettre justement à attirer ce qu'a fait Paris Saint-Germain. Quoi. Quand ils sont arrivés, ils ont construit Paris Saint-Germain, ils n'ont pas acheté tout de suite Mbappé, Neymar, ils ont vraiment construit. C'est pour ça que c'est cohérent aujourd'hui ce que fait le Paris Saint-Germain, ou ce que fait Lyon.
Moi, je pense qu'il faut se tromper le moins possible. Il faut être hyper actif. Et puis, pour être fort, il faut avoir des hommes forts de partout. C'est dans une organisation sportive. Et puis, dans un club, c'est comme tout à l'heure disait la présidente, c'est comme une entreprise. Tu as un président, tu as un directeur sportif et tu as un entraîneur. Ensuite, tu as ce qui est dans un club aussi, c'est le scouting, c'est le recrutement, ce qui est aussi important. Après, c'est avec les moyens. Et puis, pour lutter, il faut se donner les moyens. Et puis, il faut être hyper bien organisé. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je le disais, je suis vraiment triste de voir des clubs qui, dans un passé, étaient très forts. Alors, tout à l'heure, tu faisais allusion à Bèze. On parlait aussi de Marseille, de Nantes, de partout, parce qu'il y avait des grands présidents. Et ça, c'est quand tu as des hommes forts à la tête, ensuite, on sent que l'institution est assez forte. C'est un peu, je le dis assez souvent, comme les institutions en Espagne ou en Allemagne, où on sent que ces clubs sont forts, très très forts à la tête. Et ensuite, le reste, on les voit au travers des performances, des joueurs qui recrutent. Alors il y a des clubs qui n'ont peut-être pas les gros moyens, ils ne peuvent pas, venir titiller les gros, mais on peut aussi travailler différemment dans la recherche, et c'est pour cela qu'il y a peut-être une recherche qui me semble à mon avis hyper importante, c'est que ces clubs ne perdent pas leur identité. Il faut que ces clubs restent forts et qu'à partir de là, on le sent, ils peuvent toujours revenir vers le haut en essayant d'aller recruter, en trouvant les meilleurs. Avant tout, c'est le projet. Donc, c'est quel est le projet moyen-long terme. Donc, comme dans une entreprise, effectivement, tu le disais. Donc, on se fixe un but et puis on a une ligne directrice qui nous y emmène. Et ça s'accompagne effectivement d'hommes. Mais vous parliez d'hommes ou de femmes fortes. Mais tout dépend de ce qu'on met derrière fort. Parce que lorsqu'on voit en Angleterre, qui connaît les présidents de clubs de foot anglais? Personne. Voilà, ou très peu. Abramovich. Exactement. Donc on ne les voit pas. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas forts. Donc il ne faut pas confondre non plus fort et puis exposition médiatique. Après, ce qui est vraiment important, c'est effectivement que la marque, donc l'identité du club, doit primer au-delà de tout. Il ne faut jamais oublier, et ça c'est valable pour vous, messieurs, mesdames, on est juste un petit pion dans un échiquier qui est beaucoup plus vaste que nous et qu'il faut construire pour que ça reste pour les autres. Donc il ne faut pas se croire aussi irremplaçable. Et je pense que ce qui a peut-être manqué aujourd'hui dans nos clubs de foot, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être trop d'aller-retour, il n'y a pas suffisamment de continuité. Et de continuité soit avec les mêmes personnes, soit de préparation à la génération suivante pour faire en sorte que l'identité du club et l'institution restent plus fortes que tout. Dernière question. Donc, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question concernant le séparatisme que certains grands clubs essayent d'installer. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez et si ça allait être une catastrophe pour la Ligue 1, parce que comme vous le signez tout à l'heure, on est un peu les dindons de la farce en étant 5e, et ça pourrait pas nous couper l'herbe sous le pied malgré tous les efforts que l'on pourrait faire. Aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est. Donc on peut, avec des scies, mettre Paris en bouteille. Moi, c'est pas du tout mon état d'esprit, c'est de se dire on fait avec une situation et comment on se bat avec les données de cette situation. Qu'on les souhaitait ou qu'on ne l'ait pas souhaité. L'objectif, c'est pas de chercher des responsables, hein, c'est de s'en tirer le mieux possible. Et aujourd'hui, tout ce qui est mis en place contribue, je pense très sincèrement, à faire en sorte que notre football professionnel se renforce sur le terrain, se renforce dans son infrastructure, se renforce dans son management, et donc à faire en sorte on retrouve la place qui nous sera davantage profitable. Et voilà, et puis à un moment, ça ne sert à rien de pleurer, il faut tous se mobiliser et y aller. Et à un moment, aussi le message, et ça vous le savez, parce que vous avez tous travaillé, mais c'est la valeur travail, elle est extrêmement importante, et il faut qu'on se mette tous
tous les acteurs du football, au boulot pour retrouver la position qui est la nôtre. Je crois qu'on va demander une autre question parce qu'on ne peut pas faire avec une question aussi sérieuse. C'est 9h30. On va avoir. Non, c'était super ta question, mais bon, pour finir, pour la dernière question, on peut avoir une question un peu plus fun, tout ça. Allons-y pour une dernière question. Quand même, on a les sexes. Je sais que vous êtes sérieux, mais bon. J'ai deux questions très très fun en plus. Ah, ok. Ça va être très fun. C'est deux questions pour Madame Bois de la Tour. Tout à l'heure, on a parlé des fumigènes dans les stades. Et je tiens à préciser que dans toute l'Europe, il y a des fumigènes. Un derby Schalke Dortmund sans fumigène, ça n'existe pas. Dans l'Europe de l'Est, il y a des fumigènes de partout. Voilà, je ne vais pas donner d'exemple. Mais voilà, vous avez beaucoup parlé de ça. Vous avez dit que c'était interdit en France, soit. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans les spots publicitaires de la LFP, ou les spots qui, entre guillemets, vendent la Ligue 1, on voit des fumigènes de partout. Donc c'est ma première question. C'est pourquoi... C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est que vous avez parlé de mettre le supporter français, le supporter, hein, pas le consommateur français, le supporter français au centre de votre politique. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'un match à 13h à Nice, personne ne va au stade. Je viens de Nice. C'est bien une question de mec, monsieur. Je viens de Nice, je vais au stade depuis que j'ai 6 ans, je suis abonné depuis que j'ai 12 ans, et je suis abonné en tribune ultra. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un de violent. Voilà, je vous tenais à vous le dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un match à 13h, c'est pas du tout fait pour le français, c'est pas du tout fait pour le supporter français, c'est pas du tout fait pour le supporter français, entre guillemets, de classe populaire. Et c'est de ça qu'est formée une tribune ultra. C'est des gens qui sont populaires. Et voilà, c'est ce que je tenais à dire, c'est que, est-ce que vous trouvez vraiment que vous mettez le supporter français au milieu de votre politique en vendant des droits TV à des Chinois et en mettant des matchs à 13h qui ne sont pas du tout dans l'intérêt du consommateur français, du consommateur? Je vois que monsieur a des supporters. Alors, moi, je vous inviterai tous à assister à un match à 13h, parce que justement, je me suis rendu à un match à 13h, donc c'était le Nice-PSG. Non, attendez. Je n'ai jamais vu le stade aussi plein. Aussi plein. Pourquoi? Oui, mais pas uniquement. Parce que finalement, il y avait un public qui ne vient pas au stade et qui, là, a pu venir au stade. Un public familial, davantage familial, parce que les matchs qui sont mis effectivement à 20h ne permettent pas souvent aux enfants de venir. Donc il en faut pour tout le monde. Donc on n'est pas en train de dire qu'on va mettre tous les matchs à 13h, hein, ça je vous rassure, c'est absolument pas la réalité, mais c'est de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Donc c'est pas fait uniquement pour les supporters chinois. C'est leur faute parce que leur actionnaire est chinois. Donc voilà, c'est pour ça. C'est juste pour ça. Voilà, c'est ce qui se passe aussi. Mais il en faut vraiment pour tout le monde. Et si je reviens sur les fumigènes, donc ce que vous disiez, je sais bien, hein, et attention, on stigmatise pas, on dit pas que les supporters et les ultras sont tous des fous furieux, loin de là, au contraire. Donc on a besoin justement de vous pour identifier les quelques-uns qui créent des problèmes ou qui risquent de créer des problèmes dans les stades. C'était le dimanche, non? À 13h, non? Toi, le samedi, t'es sorti toute la nuit, non? T'es rentré tard, non? Après, c'est dur de se lever pour aller au stade, pour aller encourager son club. Après la messe, c'est pas mal, franchement. Non, mais pour te dire, j'ai l'occasion de regarder. Tous les week-ends, tu as des matchs à 12h en Espagne. Je les regarde parce que c'est le championnat espagnol. Bon, après, c'est peut-être une culture en Espagne. C'est vrai qu'on se lève tard, on mange tard, on est habitué. C'est une question de. On se couche pas, peut-être on se couche pas, mais c'est une question de se réadapter. Mais alors. Il faut peut-être aussi aller chercher des partenaires, des sponsors, pour que Nice, la saison prochaine, pour que d'autres clubs français puissent aussi avoir les moyens de pouvoir, dans une politique sportive, de pouvoir se donner les moyens. C'est l'objectif, c'est ça. Moi, des fois, je me dis, je comprends, mais c'est aussi que les dirigeants, la Ligue, pour que les clubs français puissent... Il y a des clubs qui n'en ont pas besoin, mais il y en a d'autres qui en ont besoin. Et ces autres clubs ont peut-être besoin de ces matchs, que ces clubs reconnus, être connus en Chine, que ce soit Nice, c'est bien que ce soit connu Nice en Chine, hein, c'est super, hein. C'est bon pour toi. Hein, en Chine, ils connaissent le GC Nice. Nice, le Paris Saint-Germain, tous ces grands clubs, ou Marseille, qui jouent à 13h, ça permet de ramener... C'est ça l'objectif. Hein. Oui, c'est exactement l'objectif, c'est un nouveau public, et puis d'essayer, à un moment, vous êtes dans une école de commerce, vous allez voir, il va falloir essayer. Ne soyez pas conservateur avant l'âge. Donc essayez, c'est pas du tout une question de conservateur. Essayez des choses. Ne nous reprochez pas aujourd'hui au niveau de la Ligue d'essayer
la case horaire du 13h. Donc c'est important. Si ça ne marche pas, effectivement, si ça ne marche pas, on reviendra sur une cage horaire différente. Mais aujourd'hui, on a le devoir d'essayer de nouvelles choses. Si je peux me permettre, je ne parle pas seulement de la Ligue 1, je parle aussi de la Coupe de la Ligue. Je ne sais pas si vous connaissez le surnom de la Coupe de la Ligue chez les supporters. Oui, mais bien sûr qu'on la connaît. Voilà. Vous la connaissez, voilà, je vais le dire pour tout le monde, c'est la coupe à la moustache. Parce que c'est... Vous savez que c'est pas lui qui l'a mise en place. Je sais, très bien, mais gentil avec cette compétition, je suis le premier à l'avoir gagné avec le Paris Saint-Germain. Chez les supporters, on l'appelle comme ça. On l'appelle comme ça parce que les matchs de Coupe de la Ligue sont mis à des horaires indécents, le mardi et le mercredi à 17h. Quel public vous comptez toucher le mardi après-midi à 17h ? Là, on revient sur la programmation et sur la difficulté à trouver des horaires. Voilà, c'est tout. Non, mais à trouver des horaires. À un moment, on a des championnats qui sont... ça n'arrête pas. Et effectivement, c'est pas forcément la meilleure programmation. Je suis d'accord avec vous. Hein. Si on pouvait avoir des programmations à 19, 20h, 21h, ça nous arrangerait. Mais c'est comme ça. Voilà. Non, mais après, il y a un vrai problème pour... Je rebondis un petit peu, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui un petit peu de partout. Il y a un vrai problème de savoir la position du supporter aujourd'hui, du fan, du ultra, du gars qui va en loge. Et je pense qu'il y a les clubs ont creusé un fossé avec leurs propres supporters. Et il y a un manque de communication entre le club et le supporter. Aujourd'hui, le supporter, il se sent des fois abandonné par son club, il ne se sent pas soutenu assez comme il devrait l'être. C'est parce que aussi, il prend de plus en plus de place dans la vie active du club. Et je crois qu'il y a plus de balance. Avant, il y avait une certaine balance. Le supporter savait où il devait être, le club savait où il devait être. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'échanges et il y a de moins en moins de compréhension entre ces deux factions-là, et qui fait qu'il y a des fois des clashs. Et je crois que là-dessus, on devrait travailler énormément. Il y a un vrai problème. Le supporter, il devrait avoir une voix aussi. Il devrait aussi pouvoir s'exprimer quand il fait des choses, mais en dehors de jeter des fumigènes, parce que la sortie, c'est dangereux. Voilà. C'est pour cela que... Si tu peux juste me permettre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une hétérogénéité quand on parle de supporters. De quoi on parle entre les différents groupes de supporters dans les clubs, etc. Il n'y a pas du tout un groupe homogène. Donc il n'y a pas de groupe homogène avec lesquels même la Ligue pourrait discuter. Ce qui est mis en place par l'ANS, donc l'Association nationale des supporters, et donc là vraiment j'encourage tous les groupes de supporters à adhérer à l'ANS, c'est extrêmement important pour moi en tout cas, et en tout cas j'ai renoué le dialogue au contraire avec l'ANS, parce que ça permet des moments d'échange. Ce qui a également mis en place, c'est l'Institut national du supporterisme, qui a été mis en place il y a 2 ans par le ministère des Sports, dans lequel je représente l'ensemble des ligues de sport professionnels, donc pas uniquement le foot. Et là, au moins, il y a un échange de dialogue. Donc c'est comme ça qu'on a pu expérimenter le retour des tribunes debout qui marche bien. Et également, quand tu parlais de lien entre le club et les supporters, poussé par l'ANS, on a mis en place ce qu'ils nous ont demandé, donc des référents supporters. Aujourd'hui, dans tous les clubs, il y a un référent supporter qui n'est pas le monsieur sécurité du club et qui est chargé de maintenir le dialogue entre les supporters et le club. Voilà, donc c'est pas idyllique, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, même chose, donnez-nous le crédit du fait de vouloir avancer là-dessus. On parle beaucoup de cette relation, de cette communication avec les supporters, on est d'accord. Tu as un président dans notre championnat qui a quand même réussi quelque chose d'exceptionnel. C'est monsieur Desplat, président de Guingamp. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a intégré ses supporters dans une fondation et ça leur permet d'échanger et d'être proches et de regarder, d'observer et de parler. Et ça, je pense que cet exemple-là aussi est suivi dans d'autres pays. C'est les supporters, il faut qu'on arrive un peu à les rapprocher, à les remettre dans la discussion, dans l'échange, qui puissent aussi participer. C'est pas une voix qui compte, mais c'est une voix aussi qui peut observer un peu le fonctionnement du club, qui peuvent éventuellement se sentir proches, et ça, d'accompagner le club dans ces missions-là, et certainement qu'on aura moins de problèmes dans les stades. Mais ce qui est possible à Guingamp, l'est moins dans d'autres clubs. Voilà. Oui. Alors merci de votre présence, merci d'avoir suivi ce débat. On vous invite maintenant tous en cafétéria pour un cocktail si vous le souhaitez. Merci à vous. Merci beaucoup. Puis, je voulais juste vous dire un petit mot. Voilà, je voulais juste vous dire... Non, c'est pas à Charles. Non, mais c'est de vous dire combien vous pouvez être fiers de vous, qu'on espère vous retrouver
dans le football français. Le football français a besoin de vous. Vous êtes les prochains décideurs économiques. Donc il faut que vous transformiez aussi et vous nous aidiez à transformer l'image que vous pouvez avoir du foot. Et bravo à vous, parce que je sais combien le parcours a été difficile pour arriver là. Et surtout, donc, on compte sur vous sur les années à venir. Et merci encore.